Bienvenue pour cette première soirée des conférences pour ce 18e festival. On est très heureux de vous avoir dans la salle. Je voudrais tout de suite encore remercier la ville de Voipy et les espaces verts pour ce magnifique décor qu'ils nous organisent à chaque fois. Et je ne sais pas si les conférenciers ont déjà pu s'exprimer dans un décor aussi végétal et aussi agréable. Donc on va avoir un thème assez large ce soir, mais l'idée c'est pandémie, extinction des espèces, qu'attendons-nous pour agir? Donc on va avoir plusieurs personnes qui vont parler ce soir. Tout d'abord, le docteur Khalifé qui va nous dresser un tableau de la manière dont cette pandémie a été gérée. À partir de cet exposé, on pourra discuter pendant 5 ou 10 minutes. Ensuite, le docteur Sébastien Lefebvre nous parlera du lien entre allergies et problèmes d'environnement et de santé. Et puis, bien évidemment, l'ouverture va se faire par le deuxième secrétaire de l'ambassade, Utkar Goudal, qui va nous présenter quelques thématiques concernant son pays. J'avais suggéré à monsieur l'ambassadeur de nous dire quelques mots sur un des grands problèmes de l'environnement de l'Inde. Il y en a tellement, il en traitera un, certainement. Et puis, deuxièmement, pour la journée de demain, de nous parler de la place de la médecine ayurvédique dans le système de santé. Ça, c'est la thématique de demain. Mais comme M. Oukarch n'est là que ce soir, il présentera les deux interventions l'une derrière l'autre. Donc, on va lui passer la parole en premier. Et ensuite, on passera aux thématiques concernant la santé. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'ambassade de l'Inde à Paris est honorée d'être invitée à cette conférence. Le nouvel ambassadeur de l'Inde en France, M. Javed Ashraf, aurait aimé être présent ici, mais malheureusement, il n'a pas pu être parmi vous car il a été invité par le palais des lycées à présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur. Je vais vous lire le message de l'ambassadeur. Comme vous le savez tous, l'Inde fait partie des 17 pays mégadivers du monde. Au niveau des écosystèmes, l'Inde est également bien dotée, avec 10 zones biogéographiques distinctes. Elle contient également deux des 25 points chauds de biodiversité du monde, en raison de leur niveau extraordinairement élevé de richesse en espèces et de leur statut de conservation. Aujourd'hui, l'Inde tente d'équilibrer son projet de croissance et de développement pour plus d'1 milliard d'êtres humains avec l'objectif de préserver les terres forestières. Cela signifie également qu'il faut empêcher la pression de la croissance démographique sur les écosystèmes riches en biodiversité. Un défi majeur consiste à répondre aux besoins des communautés qui vivent autour ou à proximité des écosystèmes forestiers et qui dépendent des produits de la forêt. Il est important de créer des politiques qui contribuent à prévenir la surexploitation de ces ressources. L'Inde est signatoire de plusieurs grandes conventions internationales sur la conservation et la gestion de la faune et de la flore sauvage. Il s'agit notamment de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et de la Convention sur la conservation d'espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ou Convention de Bonn. Pour protéger les espèces animales et végétales en danger d'extinction et les autres espèces menacées, le gouvernement indien a adopté de nombreuses mesures, lois et initiatives politiques. Le gouvernement central a promulgué la loi sur la protection de la vie sauvage de 1972. Cette loi prévoit la création de zones protégées pour la protection de la vie sauvage et prévoit également les sanctions pour la chasse de certaines espèces de faune spécifiées. Les règles de 2010 sur les zones humides ont été élaborées pour la protection des zones humides. Le plan national de conservation de l'écosystème aquatique parrainé par le gouvernement central fournit également une assistance aux États pour la gestion des zones humides, y compris les sites Ramsar dans le pays. Le Bureau de contrôle des crimes contre la faune et la flore sauvage a été créé pour contrôler le commerce illégal de la faune et de la flore sauvage, y compris les espèces menacées. Le gouvernement indien a interdit l'utilisation vétérinaire de diclofenac,
médicament qui a provoqué le déclin rapide de la population de voitures Jeeps dans tous les sous-continents indiens. Sous le programme Rétablissement des espèces menacées, plusieurs espèces ont été identifiées pour être rétablies. Des zones protégées comme des parcs nationaux, des sanctuaries, des réserves de conservation et des réserves communautaires couvrent les habitants importants dans tout le pays, ont été créées conformément aux dispositions de la loi de 1972 sur la protection de la vie sauvage, afin d'assurer une meilleure protection de la vie sauvage, y compris des espèces menacées et de leurs habitants. Une assistance financière et technique est accordée au gouvernement des États dans le cadre de divers programmes parrainés par le gouvernement central, par exemple de le développement intégré des habitats de la faune, le projet Tigre et le projet Éléphant, afin d'assurer une meilleure protection et conservation de la faune. Le Bureau central d'enquête a été habilité en vertu de la loi de 1972 sur la protection de la vie sauvage à apprendre et à poursuivre les contrevenants. Les efforts de ces politiques sont la coopération a conduit à de bons résultats. La population de tigres de l'Inde a doublé au cours des 12 dernières années. Le développement de l'industrie du tourisme autour de la faune sauvage a également contribué à cette cause. Plusieurs anciens braconniers protègent désormais la faune et sont devenus des guides de safari. L'Inde s'est réjouie d'une coopération mondiale accrue et de la participation des communautés à la protection et à la conservation de la biodiversité. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, le monde a assez pour les besoins de l'homme, mais pas assez pour la cupidité de l'homme. Nous devons comprendre comment vivre en harmonie avec la nature et les espèces sauvages. L'ambassadeur m'a demandé de vous transmettre une autre parole sur l'Ayurvédie. En Inde, nous avons une longue et grande tradition de saints et d'ermites qui ont développé nos propres systèmes indigènes de soins de santé, comme l'Ayurveda, le yoga et la Siddha. Au fil du temps, nous avons également interagi avec différentes civilisations et assimilé d'autres systèmes de médecine. Tous ces systèmes étaient basés sur la philosophie de Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, c'est-à-dire tous doivent rester heureux, tous doivent rester en bonne santé. L'Ayurveda est également défini comme la science de la vie en traduisant Ayur pour la vie et Veda par la science. L'ancien médecin indien Sushruta a défini la santé en disant la santé est équilibrée lorsque les trois doshas ou bioénergie et agni ou processus métaboliques sont en équilibre et que les excrétions sont en bon ordre. Lorsque Atma ou l'âme, les sons, mana ou l'intellect sont en harmonie avec la paix intérieure. Swastha ou la santé optimale est atteinte. Comparez cela avec la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état complet du bien-être physique, mental et social et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Nous voyons donc à quel point les principes de l'Ayurveda sont alignés sur la définition de la santé propagée par l'OMS. La santé est l'état complet de bien-être et non l'absence de maladie. La longue tradition des saints et d'ermites qui ont été créés le système de santé indien comme l'Ayurveda, le yoga et le Siddha croient en une relation harmonieuse avec la nature. Ces systèmes tentent de créer un équilibre et de préserver la santé grâce à des pratiques respectueuses de l'environnement et un approvisionnement durable en herbes médicinales. Le gouvernement indien s'engage pleinement à promouvoir l'Ayurveda et les systèmes de médecine traditionnels. En 2014, un ministère dédié à l'étude et à la gestion de l'Ayurveda, du yoga, de l'Unani, du Siddha, communément appelé ministère Ayush, a été créé. Pour le contrôle de la qualité des médicaments ayurvédiques, des mesures sont prises pour apporter des modifications réglementaires
en vue d'une application efficace et d'un renforcement du cadre réglementaire en Inde. La création d'une structure verticale pour les médicaments Ayush au sein de la Central Drug Standards Control Organization, le contrôle des publicités trompeuses et l'extension du soutien financier aux États dans le cadre de la National Ayush Mission pour les activités de contrôle et de la qualité sont des initiatives importantes qui sont en cours. Notre politique concernant l'Ayurveda et les autres systèmes de médecine indiens est déjà alignée sur la stratégie 2014-2023 de l'Organisation mondiale de la santé pour la médecine traditionnelle, qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé pour être mise en œuvre par 192 pays membres de l'OMS. La stratégie de l'OMS contient des méthodologies pour exploiter la contribution potentielle de la médecine traditionnelle et complémentaire à la santé, au bien-être et aux soins de la santé centrés sur la personne. Les systèmes médicaux modernes disposent d'outils de diagnostic solides et efficaces qui nous permettent de dépister et de détecter les maladies à un stade précoce. L'utilisation de la technologie dans les soins de santé peut réduire les obstacles à l'accès aux soins et améliorer notre compréhension des schémas des maladies. Toutefois, nous devons regarder au-delà. Nous devons regarder au-delà de la fourniture de soins de santé et nous engager dans la recherche d'une bonne santé, une combinaison de bien-être physique et mental. L'escalade des coûts de traitement, les effets secondaires des médicaments ont incité les experts médicaux à penser à élargir leur horizon au système traditionnel aux médecines. Nous nous sommes engagés à promouvoir l'utilisation de la médecine traditionnelle dans notre système de santé publique par la réglementation de la recherche et l'intégration appropriée des produits, de pratiques et des praticiens de qualité dans le système de santé. La médecine traditionnelle est abordable pour de nombreux habitants des zones rurales. Elle est disponible localement pour les communautés et a fait ses preuves en termes de sécurité et d'efficacité. Par-dessus tout, elle s'imprègne de la culture et de l'écosystème des communautés au sein desquelles elle se développe. Dans de nombreuses régions des pays en développement, les pratiques médicales traditionnelles sont les seules ressources de soins de santé à la portée physique et financière des populations pauvres. Nous poursuivrons cet effort. Nous partagerons la connaissance de nos systèmes avec le monde entier et continuerons à enrichir nos traditions en tirant des enseignements des autres systèmes. Je terminerai par des mots de Ashtagridham, l'un des textes les plus célèbres de l'Ayurveda. Les pauvres, ceux qui souffrent de la maladie et ceux qui sont affligés par le chagrin doivent être aidés. Même les insectes et les fourmis doivent être traités avec compassion comme si on était soi-même. C'est l'esprit qui guide l'Ayurveda. Que ce soit l'esprit directeur pour nous tous. Merci. On va prendre juste 2 questions. Si quelqu'un a une question à poser sur les problèmes écologiques abordés ou sur l'Ayurveda. Moi, je tenais déjà à féliciter à la fois pour votre français cette intervention, ce n'est pas forcément des plus simples. On a beaucoup d'éléments sur l'ayurvédique qui a été donné avec le principe même de base pour pouvoir équilibrer, on va dire, les différents éléments. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple de comprendre tout cela et surtout après de l'expliquer dans une langue qui n'est pas la langue d'origine. Donc, je tenais déjà à vous remercier pour cette intervention qui, à mon sens, nous permet également de mieux appréhender ce qu'est cette médecine. Donc bravo en tout cas à vous. Je pense qu'on peut également vous applaudir sur le principe de pouvoir tenir une conférence en langue étrangère. Bravo. Merci beaucoup. Juste peut-être une question sur la première partie. Vous avez parlé effectivement des mesures de protection qui sont mises en place. Donc je pense que ça respecte toutes les grandes conventions. La convention, vous avez parlé de CITES pour les espèces menacées. Vous avez parlé aussi peut-être de la convention de Rio et Nagoya sur les mesures à prendre. Donc je pense que l'Inde s'inscrit dans ces démarches internationales. Mais juste une question qui m'intrigue beaucoup, et vous en avez parlé, c'est le problème
de la pression humaine sur les milieux naturels, la quantité de gens qui restent dans les milieux naturels. Mais est-ce que l'Inde va arriver à réduire la croissance démographique? Est-ce qu'elle prend des mesures ou vous pensez qu'elle va se faire spontanément? L'Inde est une démocratie énorme. On a surtout des défis de contrôler la croissance des populations en nombre de chiffres, mais par les études démographiques, on pense que presque les années 2050, la population indienne elle va stabiliser. C'est une chose qui ne posera beaucoup de problèmes sur les forêts indiennes, car ce n'est pas un problème de distribuer les ressources, le clivage, ce n'est pas un problème de ça, c'est le problème de la politique. Le vrai problème, c'est comment on gère l'exploitation de la forêt. Si on permet une exploitation sans garde, sans empêcher les entrées plutôt parfois mal, ça sera un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Inde est un pays qui a fait beaucoup de choses sur contrôler les déchets, sur développer, sur trouver un moyen de vie qui est respectueux à les gens qui habitent autour de la forêt. Merci. Et surtout l'autonomie alimentaire qui a beaucoup changé en 40 ans. Oui, aussi on a une grande partie de la population qui habite les tribus, qui habitent dans les forêts, autour de la forêt. On doit respecter les costumes, les traditions de ces gens. Ce n'est pas possible d'interdire les fonctionnements de ces communautés. Et je pense que en nombre, l'émission carbone en nombre d'une personne de l'Inde, c'est la plus bas dans le monde. Surtout, on a des problèmes, on a des défis en nombre de personnes, mais je pense que ça ne posera aucun problème avec la croissance technologique. Je pense qu'au fur et à mesure, notre économie va devenir une économie verte et ça va faire mieux à beaucoup de gens. Et ce que vous avez dit là est tout à fait intéressant parce que quand on a affaire à la protection des forêts, et on est très concerné par ce qui se passe en Amazonie, on en parlera tout à l'heure, la grosse difficulté, c'est est-ce qu'il faut mettre en place des mesures de protection? Mais ça ne sert à rien. Et là, elle a très bien dit, il faut intégrer les activités humaines, les activités sociologiques, économiques, avec les activités de biodiversité. On ne peut pas protéger en disant voilà une forêt qui va devenir une réserve sans l'homme. Il faut intégrer effectivement toutes ces dimensions. Et je crois que ce que vous nous avez dit est éclairant sur la manière dont vous traitez le problème avec le respect des communautés. Juste aussi, petite précision, ça permet d'un point de vue quantitatif, l'Inde, c'est 1,370 milliard d'habitants pour un pays qui est seulement 6 fois plus grand que la France. Donc faites un calcul par rapport à ce qu'on a d'habitants en France, par rapport à... Bonjour Monsieur le Président, merci d'être avec nous pour pouvoir avoir, on va dire, un ratio entre le nombre d'habitants, on va dire par rapport à la France, vous connaissez, donc nos habitants, pas loin de 70 millions en termes de superficie, donc si on multiplie par 6, on est nettement inférieur par rapport au nombre d'habitants qui est présent si on veut faire une comparaison entre France et Inde. Donc 1,370 milliard d'habitants en Inde pour seulement 6 fois la superficie de la taille de la France. Donc c'est aussi beaucoup plus compliqué justement en termes de développement, d'où la nécessité d'identifier le principe démographique en termes de développement, mais également d'intégrer tout ce qui est environnemental dans ce développement démographique, à travailler avec et non pas contre. Ça c'est un grand message, je pense, qui doit être retenu et sur lequel tout le monde devrait œuvrer. Donc on est heureux de recevoir François Grosdidier, notre maire de Metz, qui nous a rejoints. Mais nous allons continuer les discussions et maintenant on va passer la parole à Dr Khalifé pour nous parler de cette fameuse gestion du Covid. Merci, bonsoir. Bonsoir Monsieur le Président, Monsieur le maire.
Oui, c'est une histoire que je vais vous raconter en 12 minutes. On m'en a donné 20, mais je vais essayer d'en faire 12 minutes, c'est-à-dire 1 minute par thème, puisque c'est une histoire à 12 thèmes. Alors, je vais commencer par le premier. Je viens de quitter mes fonctions de président de la commission médicale du CHR Metz-Thionville, qui, par la loi, me rendait pendant quelques années responsable de la qualité et sécurité des soins dans un établissement. C'est comme ça, et je devais terminer pour rejoindre François Grosdidier dans nos futures fonctions. Je devais terminer le 18 mars exactement. Je préparais ma succession. Et entre-temps, donc, il y a eu cette crise Covid qui nous est tombée dessus, et il fallait gérer. Alors, au début, comme on fait toujours dans un établissement hospitalier, on fait une cellule de crise. On est fin février. Cellule de crise qui comporte bien sûr l'administration, le collègue ou les collègues du SAMU, la direction des soins, la qualité, enfin, tout ce beau monde se réunit pour essayer d'évaluer ce qui se passe et prendre les mesures. Il se trouve qu'on était au début, on s'est dit tiens, on va y arriver, puis très vite on a compris que c'était pas une cellule de crise qu'il fallait, mais un plan blanc, c'est-à-dire une communication permanente avec les autorités sanitaires, que ce soit l'ARS ou le ministère. Et parfois, certains jours, on était à 2-3 réunions par jour pour essayer de comprendre et adapter nos moyens à la situation qui évoluait. Et en même temps, on apprenait la gravité de la situation. Voilà. Entre-temps, on m'a demandé de rester quelques mois, ce que j'ai fait volontiers, malgré toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Alors, il fallait faire face aux interrogations des patients. C'est comme ça qu'on a multiplié les postes téléphoniques à l'hôpital. On a fait appel en plus à tous les médecins de l'hôpital, médecins et chirurgiens, qu'ils soient spécialistes ou non de la réanimation ou des maladies infectieuses. Et on a fait appel aussi à un certain nombre de collègues libéraux et surtout certains qui venaient de prendre leur retraite pour venir nous aider. Parallèlement, il fallait annuler beaucoup de malades qui étaient prévus pour une chirurgie ou pour une hospitalisation. Donc ce qu'on a fait régulièrement et au fur et à mesure, jusqu'à pratiquement 300 lits de médecine qui étaient voués aux malades pas graves. Et puis, on a multiplié par 4 le nombre de lits de réanimation en affectant régulièrement des secteurs pour accueillir ces patients. Je dis secteur, pourquoi ? Parce que aussi bien en médecine qu'en réanimation, il ne fallait pas que ces secteurs soient ouverts pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et il fallait du personnel spécifique qui ne ferait pas des allers-retours dans l'hôpital, donc qui reste vraiment, j'allais dire, confiné pendant 8 heures à soigner les gens. Il y avait juste une seule personne qui était dans un sas, qui faisait le lien avec l'extérieur, c'est dire le sérieux avec lequel un établissement hospitalier prend les choses en main. Parallèlement, et comprenant très vite, tout seul on n'y arriverait pas, on a appelé nos collègues du privé. Là, je me plais à le rappeler parce que on avait aussi des réunions téléphoniques ou télévisées nationales avec des collègues. La Moselle a été le seul département qui peut dire que public et privé se sont vraiment alliés d'une façon exemplaire pour faire face à cette crise. Ça, je le dis, je le redirai parce que c'était vraiment impeccable, que ce soit sur la ville de Metz, et surtout sur la ville de Metz, c'est là étaient concentrés les malades les plus fréquents et les plus lourds, à Thionville, mais également en Moselle-Est. Et très vite, le CHR Metz-Thionville, que ce soit la direction que le corps médical, chacun dans son rôle, avions coordonné toute cette crise
et réunit pratiquement tous les jours les collègues des autres disciplines, des autres hôpitaux pour ça. Alors, en interne, il fallait donc trouver des médecins jour et nuit. Donc, beaucoup de collègues n'avaient plus de travail dans leur discipline, ou moins en tout cas. J'en ai un exemplaire à ma gauche, Dr Lefebvre, qui est allergologue, qui a fait pendant presque 2 mois, Sébastien, qui a fait du Covid, qui a soigné des patients en Covid, et bien d'autres. Mon service de cardiologie qui recevait, parce qu'il y avait d'autres malades quand même, qui venaient à l'hôpital en urgence. Donc on a transformé la moitié des lits de cardiologie en Covid, parce qu'il y avait des cardiaques qui avaient été aussi atteints du Covid. Et puis, bien sûr, on a soigné les urgences. Il fallait faire attention à la gestion des médicaments. Il fallait faire attention aux respirateurs. Et là c'est pareil. On a eu pas mal de respirateurs. On en avait, mais on s'est rendu compte aussi, toujours à l'époque, que certains médicaments étaient contre-indiqués, comme la cortisone maintenant, elle est indiquée. Donc, c'est dire la difficulté de l'exercice en matière du choix des soins. Il fallait avoir des curares, et même les sociétés qui nous fournissaient des médicaments n'en fournissaient pas. Et la crise est arrivée le jour où ça s'est presque terminé en Alsace. Et on a oublié qu'il y avait un département entre l'Alsace et Paris. Là, la direction de l'hôpital a crié au scandale. On a fait tout ce qu'il faut pour essayer de rattraper le coup. Parce que certains jours, on était à 72 heures de stock de médicaments, surtout la veille d'un week-end. Je peux vous dire que c'était un peu angoissant. En plus, c'était légitime. On avait la presse à gérer, l'information du grand public à gérer. Donc il fallait rassurer dans le sens où on avait les moyens de faire face. Et c'est vrai qu'on a pu faire face régulièrement à cette maladie, mais il fallait créer des services de réanimation dans des centres de dialyse ou dans les blocs opératoires. Donc endroit où on peut soigner un malade lambda, même intubé, ventilé, mais pas un malade Covid, parce que ces malades étaient restés parfois 1 mois sous machine, et c'est pas les machines simples qui pouvaient les sauver. Donc c'était pas évident, mais d'un autre côté, on n'était pas, je trouve qu'on s'en est pas trop mal tiré dans cette coordination mosellane, public-privé, que nous avions choisie. Alors, il fallait aussi gérer non seulement les patients, mais les familles. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la discussion. Il fallait avoir assez de réactifs pour pouvoir faire les prélèvements. Là aussi, au début, c'était pas évident. Je ne vous parle pas des masques, vous en avez assez parlé. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte, parce qu'on avait aussi des malades d'ailleurs qui étaient transférés, et il fallait trouver de la place. Alors c'est vrai qu'on ouvrait des secteurs de 8 lits de réanimation le soir. On s'est dit, ces secteurs-là, on n'opère plus des malades à froid, donc on va les consacrer au Covid. Quand vous revenez le lendemain matin sur les 8 lits vides la veille, il y a 8 malades, vous vous dites jusqu'où on va aller. Et c'est comme ça qu'on a pensé transférer ailleurs pour libérer des lits et en même temps trouver des endroits où on pouvait donner le maximum de chance aux patients, parce que comme je le disais, tous les respirateurs n'étaient pas adaptés, n'étaient pas assez puissants pour soigner tout le monde. Et donc on a décidé de faire des transferts. Là aussi, on avait le choix entre déjà du site, du mode de transfert. On s'est rendu compte qu'aucune gare de notre secteur on pouvait pas accéder à nos quais de gare avec les malades lourds qu'on avait. Donc ça, c'était un challenge. Notre aéroport pouvait recevoir l'avion militaire, mais il fallait l'ascenseur pour amener le brancard avec les personnels. Donc ça, c'était pas évident. Donc il fallait courir au Luxembourg pour ça. Il fallait aller... il y avait un endroit sur la gare de Nancy où les ambulances pouvaient
pouvaient accéder dans le train, donc on a fait ça. Et puis grâce au médecin général de l'Ouest qui a été nommé coordonnateur pour la région Grand Est de tout ce qui est en lien avec l'armée, on a pu faire venir des hélicos assez puissants qui se sont garés à la FIM pour faire quelques transferts et libérer quelques lits pour ne pas être piégés. Et c'est comme ça qu'on a pu, durant toute cette crise, faire face à toutes les demandes et les besoins pour le département de la Moselle, comme je le disais tout à l'heure. Alors cette coordination, elle était locale, mais elle était régionale aussi. L'ARS faisait 2-3 réunions par semaine avec l'ensemble, sans compter les contacts directs. Il fallait gérer les autres patients qui arrivent à l'hôpital en urgence. Donc ça, c'est des flux parallèles qu'on a pu mettre en place. Et nos services d'hygiène hospitalière ont énormément travaillé pour vraiment homologuer ces circuits, que les malades du Covid ne soient pas mélangés avec les autres et inversement. Il fallait gérer, donc je disais, les familles, mais aussi gérer les familles dont on a fait, parce qu'on avait 130 malades de la Moselle qui ont été transférés pour la moitié dans la France de l'intérieur, je dirais, et puis l'autre moitié vers les pays voisins, notamment l'Allemagne, mais pas seulement. Donc là, on a fait une deuxième cellule téléphonique pour prendre des nouvelles de ces patients et les rapatrier. Pour l'anecdote, il y en a un qui était au CHU de Bordeaux. Il a préféré faire sa rééducation sur les plages là-bas plutôt que de remonter ici. Il y en a un, heureusement, qui parlait allemand, qui se réveille après quelques semaines de coma en Allemagne. Il a trouvé du personnel qui lui parlait allemand, alors il se demandait où est-ce qu'il était, mais il a très vite compris ce qu'il en est. C'est des anecdotes, mais qui nous ont beaucoup touchés. Donc voilà très vite ce que je voulais vous dire sur la crise, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. Juste pour vous dire que la période la plus difficile était celle du déconfinement. Et là aussi, on fermait progressivement des lits de Covid, parce que tout l'hôpital était Covid. Quand je parle hôpital, les cliniques, c'est pareil. Donc, tout le monde a vécu la même façon. Il fallait fermer, mais ce secteur, on va garder quand même quelques lits. Non, alors le soir, on décide finalement, on va pouvoir le fermer. Donc, cette période était difficile aussi. Elle a duré presque 1 mois avant la reprise d'une activité presque normale dans nos hôpitaux, mais comme tous les autres hôpitaux. Voilà ce que je voulais dire rapidement en disant que sur le plan humain, c'était une expérience exceptionnelle. Sur le plan médical aussi, forcément. Et moi, je suis content d'avoir participé à cela. Et pour parler au nom de mes collègues et de tout le personnel, pas seulement les collègues, je veux dire que quand on a fait ça, on comprend pourquoi on a prêté le serment d'Hippocrate. Bravo. Bravo et merci pour le travail accompli, parce que je crois qu'il n'y en a que ceux qui ont vécu dans les milieux hospitaliers qui se sont rendus compte de la difficulté de tous les jours de s'attaquer à un virus qu'on ne connaissait pas, et avec la difficulté de manque de moyens et de matériel, et surtout l'incertitude de savoir où on allait. Et quand on a vu tous ces transferts, c'était impressionnant. Et j'ai été surpris de voir que quand je suis descendu dans le sud, les gens ne se rendaient pas du tout compte de ce qu'on avait vécu dans l'Est. Et par contre, autant les équipes hospitalières qui étaient au front ont travaillé de manière invraisemblable, et on ne leur sera jamais assez reconnaissant pour ce qu'ils ont fait, autant la communication de l'État m'a scandalisé à tous les niveaux. Et la dernière histoire qu'on vient d'avoir il y a 2-3 jours, c'est ce fameux avis dont tu viens de parler, que les anti-inflammatoires à la cortisone étaient déconseillés. Et on sait maintenant comment s'est passée l'information. C'est une fake news. C'est une fake news qui a circulé au départ avec WhatsApp, qui était une discussion entre 2 chercheurs d'Autriche qui disaient qu'il y avait un risque aggravé si on utilisait les anti-inflammatoires et la cortisone. Et le ministre de la Santé a tweeté cette information sans passer par l'Agence de sécurité du médicament en disant « c'est dangereux, il faut arrêter ».
Et son tweet a été relayé dans la même journée 60 000 fois. Et l'information est venue d'une fake news, on sait ça depuis 3 jours. Hein. C'est dans la presse pharmaceutique, peut-être chez les médecins aussi. Et vous voyez comment ceci peut se faire en ne vérifiant pas l'information. Et donc, la France a arrêté de conseiller les anti-inflammatoires. Et quand moi j'ai vu l'information, je dis je ne comprends pas, parce que j'avais regardé les travaux chinois du SARS-1, où ils utilisaient beaucoup de plantes anti-inflammatoires. Et là, je ne comprenais pas, mais je dis bon, c'est possible. Et on a regardé au niveau de l'agence européenne, personne n'a suivi. Les Allemands ont reçu la même information, ils ont été informés comme ministère de la Santé français, mais eux n'ont pas donné suite. Et donc, on s'est orienté là-dessus, et maintenant, on apprend que la cortisone est recommandée dans les cas graves. Pire, l'agence du médicament s'est occupée du médicament et a donc diffusé cette information, à tel point qu'on a dû gérer la pénurie des stocks de paracétamol, puisqu'on disait ne plus prendre d'ibuprofène, mais aller sur le paracétamol. Mais parallèlement, l'agence qui s'occupe de la sécurité des aliments a regardé les plantes anti-inflammatoires. Et mes collègues ont fait un travail extraordinaire bibliographique pour montrer, pour prouver que les plantes ont des propriétés anti-inflammatoires, comme l'arpagophytum, comme le saule, comme la réglisse. Et en s'empressant de faire un communiqué en disant « Attention, ne prenez pas de plantes anti-inflammatoires parce qu'il y a le même risque avec l'ibuprofène ». Donc ça a été jusqu'à intervenir au niveau des gens qui prenaient la phytothérapie. Et ça m'a tellement choqué qu'avec un collègue médecin, on a fait dans les 48 heures un droit de réponse sur la décision de l'agence sanitaire de l'ANSES en disant que ça n'avait à notre avis, pas de sens. Bon, mais c'est tout. Hein. Mais maintenant, l'information est tombée il y a quelques jours. Quoi. Donc, ça montre qu'on a eu des informations qui étaient parfois pas forcément vérifiées. Ben, on en a eu d'autres sur certains médicaments antihypertenseurs qu'on utilise depuis les années 80 et qui ont été incriminés pour aggraver la maladie. Il y a eu quelques publications, là, cette fois-ci, c'est encore pire, qui allait dans ce sens, mais beaucoup de cardiologues n'ont pas suivi. Et ils ont bien fait parce que peu de temps après, des publications qui montraient l'inverse. Mais c'est vrai qu'on a senti un malaise. Je ne veux pas parler je ne suis pas habilité pour ça. Puis en plus, je ne peux pas leur en vouloir. Je parle de nos autorités politiques qui ont fait ce que le conseil scientifique a proposé. Et par contre, là, je suis plus sévère avec nos collègues. Et puis, j'ai été attristé de voir la polémique entre le savant de Marseille et les mandarins parisiens. Et vous avez tous vu comme moi ces sorties BFM TV, TF1, Antenne 2. Tout le monde était spécialiste du Covid, alors même que les malades n'étaient pas à Paris encore. Je ne sais pas comment ils sont devenus spécialistes. Les malades étaient en Alsace et Moselle, et les Parisiens qui étaient spécialistes de la question. Et on a assisté à une guerre entre Raoult et les Parisiens qui a été stérile parce que pendant ce temps, aucune étude scientifique sérieuse en France n'a été menée parce qu'on nous a complètement paralysés. Et ton élève, mon cher Jacques, donc ma fille, qui est passée en stage chez toi, est directeur général d'une boîte américaine à qui l'État lui a demandé un produit pour ça. Elle l'a fait volontiers parce que ça marche bien, mais ils n'ont pas été fichus. Ils n'ont pas été fichus de mener l'étude. Donc ça m'attriste plus et c'est inquiétant. C'est inquiétant pour la suite. Voilà, on va peut-être passer la parole dans la salle pour savoir si vous avez des questions suite à cette première intervention. Est-ce qu'on a des micros qui circulent ? Alors moi j'ai peut-être une question. Alors tu parlais, qu'elle est fait juste avant, de tout ce qui est psychologique, parce que c'est vrai qu'on a à la fois le patient qui a souffert, mais on a également l'ensemble du corps médical qui a subi, à la fois en termes de nombre d'heures de présence, en termes d'activité, en termes de stress également, parce que forcément au début on ne connaissait pas forcément comment le gérer, tu viens de le dire, mais comment le corps, on va dire médical, a
après maintenant les quelques semaines, quelques mois qui sont passés, ont réussi, parce que je pose la question, parce que indirectement, j'ai ma femme qui travaille aussi à Mercy, forcément, ils ne sont pas encore sortis psychologiquement de ce qui a été fait, avec toujours une crainte de rentrer de nouveau, sachant que c'est un peu moins actuellement le stress comme on a pu peut-être le connaître, et vous avez pu le connaître au cours du mois de mars-avril, voire mai, mais il y a toujours encore une tension et une crainte qui est présente au sein même de l'hôpital. Il est certain qu'on n'avait pas le temps d'avoir peur, et c'était, pardonnez-moi ce terme, c'était marche ou crève, il fallait faire face. Et tout le monde a fait face. Quand je parle de médecins, je parle de l'ensemble des équipes soignantes. Et c'est vrai que c'était pas évident parce que les gens se sont sentis concernés. Puis bon, il fallait. Le président l'a dit, on est en guerre. Bah, la guerre, c'est comme à la guerre. Et on l'a assumé. Par contre. Ce qui m'inquiéterait un peu, si vraiment on est amené, mais rassurez-vous, pour le moment, en tout cas en Moselle, on l'a déjà donné, et donc on espère que ça ne sera pas aussi important qu'ailleurs. En tout cas, les indices d'aujourd'hui le montrent, mais si on est obligé à recommencer comme avant, bon, les gens feront leur travail, et j'espère que ça sera moins lourd qu'avant, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par le Ségur de la santé, et beaucoup de gens Des promesses non tenues, c'est ça surtout. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'étaient pas attendues, donc on n'a rien demandé pour beaucoup, et il y a eu beaucoup de promesses et finalement rien n'a été fait, donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de cette deuxième vague actuellement ? Bah, la deuxième vague... Bon, moi, j'ose espérer, malgré les chiffres, qu'il y a quand même une certaine immunité. C'est vrai qu'on a énormément, et on l'a suivi avec François Grosdidier tout l'été. On a fait tous les 2-3 jours à Metz, et d'ailleurs à Wapi par moment, des prélèvements d'environ 400 à 500 personnes. Et on avait 2 ou 3 cas positifs, mais qui n'avaient pas de symptômes. Donc, mais on s'inquiétait beaucoup des retours de vacances. Et là, on a eu quelques cas, mais des formes mineures. Donc, pour le moment, et au jour d'aujourd'hui, l'hôpital n'a pas de patients, un nombre de patients qui nous inquiéterait. On a quelques données, mais je voudrais avoir ton opinion sur le fait que ce virus serait pu muter avec une modification de l'accrochage sur les cellules, donc une augmentation de la contamination, mais par contre une forte baisse de la gravité. On a des éléments ou pas là-dessus ? Je n'ai pas. Moi, je suis pas spécialiste de virologie comme tu le sais, mais je lis comme mes collègues. Je pense qu'il y a quand même une immunité. Il a peut-être muté, mais il y a une immunité. Il y a l'immunité classique, les immunoglobulines, etc. La classique, mais il y a aussi l'immunité cellulaire qui n'est pas quantifiable. Et je pense qu'elle protège aussi. C'est le principe même du vaccin. Donc voilà, moi j'ai fait le Covid. J'étais une des premières victimes, mais une forme moins grave que celle de M. Trump, je vous rassure, parce que j'étais positif, mais j'ai continué à... Il a un autre problème aussi, lui, en plus de ça. Hein. Il a d'autres problèmes, oui. Donc je suis un protocole, tous les mois je fais mes dosages, mais je compte beaucoup sur l'immunité cellulaire pour la suite. Sachant qu'il va de soi qu'il faut conserver tout ce qui est gestes barrières, et le fait d'anticiper aussi, sachant qu'on est, on va dire, à un taux relativement faible, ce qui a été fait notamment à Metz aussi, de pouvoir justement imposer le masque au centre-ville, c'est justement d'éviter d'arriver à des stades qui peuvent être plus graves. Même chose pour tout ce qui peut être lié à, on va dire, à des restaurations ou à des bars trop tardifs le soir, parce que forcément, on peut avoir certains soucis à ne plus porter de masque à partir d'une certaine heure ou d'un certain degré peut-être d'alcoolémie, qui fait que les personnes ne sont peut-être un peu moins méfiantes. Donc c'est vrai qu'en faisant, on va dire, ces contraintes-là, ça permet à tout le monde d'éviter d'augmenter ce taux.
c'est là aussi le rôle, c'est d'anticiper. C'est le rôle qui est demandé, à mon sens, aux élus aussi, de pouvoir essayer d'anticiper certaines contraintes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu, tu as parlé gentiment de l'ARS, mais c'est vrai que fréquemment, nous, en tant qu'élus, on était sur le fait accompli. On n'avait l'information qu'à la fin. Donc c'est des choses sur le fait d'anticiper maintenant, c'est d'éviter à ce que ça puisse se reproduire avec le principe d'un port du masque plus présent pour éviter justement ce développement du virus et de pouvoir également se protéger et surtout protéger les autres. Tout à fait. Ce qu'on avait fait à Metz, on a suivi de très très près les analyses qu'on avait et en même temps donner des dispositions vis-à-vis du masque qui étaient compatibles avec une vie sociale pour les gens. Le maire de Metz a autorisé les terrasses en augmentant la surface des terrasses pour qu'il y ait un peu plus de distanciation. La police nationale et la police municipale se sont, à notre demande, mobilisées les nuits pour vérifier que tout était en ordre, parce que certains ont tout confondu, ils ont pris la place et ils ont densifié quand même, donc ils ont été remis à leur place, mais finalement, globalement, on n'est pas mécontent de ce qui a été fait et on espère que ça va être durable. Eh bien, merci. On va passer la parole à Sébastien. Si ça ne vous dérange pas, je vais me mettre debout. Ça, c'est plus facile, j'ai un retour écran. Donc, je suis le docteur Lefebvre, je vais vous parler, je suis allergologue, donc je vais vous parler d'allergies. Et je vais essayer de vous montrer que les allergies sont une épidémie. Je n'ai pas osé le terme de pandémie parce que c'est un peu trop en vogue en ce moment. Mais j'ai marqué épidémie environnementale, donc vraiment liée à l'environnement. Alors, quelques chiffres pour commencer sur les pathologies allergologiques. Il y a une forte augmentation de ces maladies allergiques. La première étude épidémiologique qui a été faite en France date de 1962, où on retrouvait 3%, seulement 3% de la population qui était allergique. 30 ans plus tard, dans les années 90, on était à 15%. À l'heure actuelle, on est entre 25 et 30%. Et il y a des projections de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui tendent à montrer qu'en 2050, 50% de la population occidentale en tout cas, sera allergique. C'est la 4e affection chronique actuellement selon l'OMS, ce qui veut dire qu'il y a actuellement un Européen sur 3 qui est affecté par au moins une pathologie allergique. C'est l'Académie européenne d'allergie qui a sorti ces chiffres. Et ce qui veut dire également qu'une personne sur 3 née après 1980 est allergique à l'heure actuelle. Il y a plusieurs, j'aurais dû intituler mon topo « les allergies ». Il y a plusieurs sortes d'allergies. Volontairement, j'ai exclu les allergies médicamenteuses et les allergies au venin d'hyménoptère, donc au venin d'abeille, au venin de guêpe, parce que c'est des pathologies un peu différentes où il y a moins de génétique qui rentre en compte. Et je vais vraiment axer sur tout ce qui est génétique, comme vous allez le voir dans la suite du topo. Donc je vais vous parler de la rhinite allergique, qui affecte à l'heure actuelle 15 à 25% de la population, de l'asthme allergique, qui affecte 7 à 10% de la population. L'asthme allergique, c'est ce qu'on retrouve dans très grande majorité chez l'enfant, donc un enfant asthmatique est dans la majorité des cas allergique, a un asthme allergique, et dans plus de 50% des cas, un adulte asthmatique a également une allergie. On parlera un tout petit peu de dermatite atopique, donc l'eczéma atopique, une maladie de peau, qui touche 15 à 20% de la population. Et puis, je vais vous montrer rapidement le lien entre la dermatite atopique et l'allergie alimentaire, qui, elle, touche 2 à 8% de la population à l'heure actuelle. Comme dans toutes les maladies, il y a ce qu'on appelle une histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution de la maladie s'il n'y a pas d'intervention médicale, s'il n'y a pas de traitement, s'il n'y a pas de prévention. Vous voyez ici, donc c'est ce qu'on appelle la marche atopique en allergologie. Il y a l'eczéma atopique, donc la dermatite atopique, qu'on retrouve très rapidement chez les enfants. Donc vous voyez, ça c'est l'âge et ça c'est l'incidence. Donc l'incidence c'est le nombre de nouveaux cas par an. L'eczéma atopique croît très rapidement dans la première année de vie des enfants pour se retrouver à une incidence de 12%, donc 12 nouveaux cas par habitant. Et puis décroît ensuite. Il y a le pendant de cette eczéma atopique, c'est l'allergie alimentaire. En fait, on sait maintenant que
Les enfants qui ont un eczéma atopique vont se sensibiliser aux aliments par des poussières qu'on va retrouver dans la maison, donc des poussières de cacahuètes, des poussières de fruits à coque, qui vont pénétrer par la peau. Comme la peau est lésée, il y a ce qu'on appelle un signal danger. Donc l'organisme va reconnaître l'aliment en tout cas, comme pathogène, et donc va développer des anticorps contre cet aliment. L'allergie alimentaire est vraiment liée à l'eczéma atopique, à cause de ce signal danger, à cause de ces aliments, à cause de ces poussières qu'on va retrouver dans nos habitats. On va ensuite avoir l'asthme qui va apparaître quelques années plus tard, avec un pic plutôt vers 4-5 ans. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez, ces 3 courbes-là croissent avec l'âge, très rapidement autour de 5 ans, puis décroissent, alors qu'on a la rhinite allergique qui va, elle, commencer à apparaître vers 5 ans, augmenter, entre 5 et 10 ans, puis avoir un plateau. Donc, peu importe l'âge, on peut avoir une rhinite allergique. Ces pathologies allergiques, elles ont un coût, un impact économique qui est important, avec des coûts directs, c'est les dépenses de santé. Alors j'ai pris l'exemple de la rhinite allergique. La rhinite, ça peut paraître banal, on a le nez qui coule, c'est pas grave, mais en fait, ça a un coût extrêmement important pour la société. C'est 1,29 milliard d'euros en Europe par an et 3,4 milliards de dollars par an aux États-Unis pour le système de santé. Et puis il y a des coûts indirects qui sont beaucoup plus difficiles à chiffrer, avec l'absentéisme, la diminution de la productivité, les accidents au travail. Alors l'absentéisme, c'est l'absentéisme au travail, mais c'est aussi l'absentéisme scolaire. Vous pouvez imaginer que des enfants qui sont allergiques, des adolescents en tout cas, qui sont allergiques aux graminées. Les graminées, c'est quelque chose qui pollinise en mai-juin, et ça coïncide avec les examens de fin d'année. Donc ces enfants qui sont allergiques aux graminées, ils vont avoir du mal, ils vont être fatigués, ils vont avoir des traitements qui les fatiguent pendant cette période d'examen, et donc il y a une vraie difficulté scolaire pour ces enfants qui sont allergiques à ces pollens. Encore une fois, l'Académie européenne d'allergologie a chiffré à plus de 100 millions de journées d'absentéisme en milieu scolaire et en milieu professionnel par an à cause de ces allergies au pollen. Et puis, il y a c'est une étude qui date un petit peu, 2002, une étude française, il y a de Blanc et associés, qui montrait qu'un enfant asthmatique sur 2 avait été absent au moins une fois de l'école dans l'année précédente à cause de ses allergies. Alors la grande question, je ne vais pas y répondre ce soir, c'est pourquoi on devient allergique. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques exemples. Il y a plusieurs choses. Il faut déjà être exposé à des allergènes. Des allergènes, il y en a plein dans cette salle. J'ai fait un petit peu le tour tout à l'heure, là. J'ai vu que par là, il y avait des graminées. Par là, il y a plein d'épices. Les autres arbres, je ne les connais pas parce que ce n'est pas des arbres de nos régions, mais je pense qu'il y a plein d'allergènes. Donc il faut être exposé à des allergènes. Il faut qu'il y ait des prédispositions génétiques, je vais vous en reparler un petit peu après. Et puis des cofacteurs qui vont être liés à l'individu, qui vont être liés à ses comportements et qui vont être liés à l'environnement. Ça va entraîner une sensibilisation allergénique. La sensibilisation allergénique, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il y a plein de gens parmi vous qui n'ont pas de symptômes. On peut vous tester. Comme je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, il y a près de 30% d'entre vous qui vont avoir des tests positifs sans être malade. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On se sensibilise aux allergènes de notre environnement. Il n'y a pas forcément de conséquences cliniques. Par contre, si on est encore exposé de manière forte à ces allergènes, et je vais aussi vous le montrer dans les diapos suivantes, et encore les mêmes cofacteurs, on peut avoir des manifestations allergiques et donc devenir malade, devenir allergique. Alors, pour vous donner un petit panorama de tous ces cofacteurs, le premier cofacteur, c'est l'hérédité. Malheureusement, on hérite de nos parents, ou heureusement, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, heureusement pour mes parents. Si on n'a pas de parents allergiques, on a quand même 10% de risque de devenir allergique. Si on a un parent allergique, on a 30 à 50% de risque d'être allergique. Et si on a les 2 parents qui sont allergiques, on a 50 à 80% de risque d'être allergique. Donc l'hérédité joue vraiment un rôle majeur dans la sensibilisation, dans l'allergie. Ce qui est extrêmement compliqué, ce qu'on n'est pas capable de déterminer à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Donc nos gènes, ils changent tout le temps. On a des gènes, mais ces gènes, ils sont tout le temps en mouvement, c'est pas quelque chose de figé. Donc il y a un polymorphisme génétique. Il y a plusieurs gènes de l'allergie qui ont été identifiés. Je vous les ai pas mis, c'était pas le sujet de ce topo, c'était un peu trop long. Il y a plusieurs gènes identifiés, il y a plusieurs gènes candidats. Donc on sait qu'il y a, peut-être dans les années futures, on pourra identifier ces gènes et on pourra probablement faire de la prévention.
Je vous en ai juste mis un, que vous avez peut-être lu dans la presse, parce que c'est paru dans la presse grand public, c'est ce qu'on appelle la filagrine. La filagrine, c'est un gène de la peau. Lorsque cette filagrine elle est mutée, elle entraîne une dermatite atopique, donc ce fameux eczéma atopique. Et le fait d'avoir une dermatite atopique, ça entraîne une perméabilité de la peau. Donc c'est ce que je vous disais, ça entraîne un passage d'allergènes qui va rentrer dans la peau, avec encore une fois ce signal danger, qui va entraîner une sensibilisation allergénique et un risque d'allergie. Et le risque de sensibilisation chez ces enfants, parce que c'est plutôt les enfants qui ont une dermatite atopique, le risque de sensibilisation est multiplié par 2,5. Donc quand on a une mutation génétique banale, qui n'entraîne pas une maladie grave, c'est un peu d'eczéma, on a quand même un risque multiplié par 2,5 de faire de l'allergie. Les autres cofacteurs, on peut citer l'obésité. Alors, il y a plein de mécanismes, c'est quelque chose qui est très à la mode, Monsieur Khalifé ne me contredira pas dans la cardiologie avec l'obésité. Il y a des facteurs alimentaires, bien sûr qui rentrent en cause, ça dépend de ce qu'on mange. Enfin, pour être allergique alimentaire, ça dépend un petit peu de ce qu'on mange. Il y a une altération du microbiote intestinal. Alors le microbiote, c'est le petit truc que je vous ai mis là. Le microbiote, c'est toutes les milliards de bactéries qu'on a dans notre tube digestif, avec lesquelles on vit en symbiose et qui ne posent aucun souci, mais qui peuvent, je vais vous en reparler juste après, entraîner des pathologies. Et puis, l'obésité entraîne ce qu'on appelle une inflammation systémique. Donc quand on est en surpoids ou quand on est obèse, on a dans le sang, dans nos cellules, une inflammation qui va entraîner un déséquilibre dans notre organisme, qui va créer plein de pathologies, notamment cardiovasculaires, mais également allergiques. Et donc l'obésité peut entraîner, avec des déséquilibres d'acidité dans l'estomac par exemple, une pathologie allergique. Donc un petit mot sur le microbiote. Donc encore une fois, ce microbiote, c'est toutes les bactéries. Alors du microbiote, il y en a partout. On en a dans le tube digestif, des milliards de bactéries. On en a plein sur la peau, des milliards de bactéries aussi. On en a plein dans les poumons. Encore une fois, des milliards de bactéries avec lesquelles on vit très bien. Elles ne posent pas de soucis, sauf quand elles sont déséquilibrées. Et donc il y a une étude, enfin il y a plusieurs études même qui ont montré que quand on réduisait, enfin quand il y avait une réduction du nombre de certaines bactéries, je vous ai fait grâce des noms, eh ben, on avait une augmentation du risque de développer une pathologie allergique. Ce qui est également extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une autre étude qui a montré qu'une moindre diversité, donc un microbiote pauvre, entraînait au cours de la première semaine de vie, c'est pas un an, c'est pas un mois, c'est une semaine de vie. Un enfant qui a une semaine, qui a une moindre diversité de son microbiote, a un risque de développer une dermatite atopique, donc de se sensibiliser à tous les allergènes derrière, à l'âge de 18 mois. Il y a d'autres cofacteurs, comme je vous l'ai dit sur une des diapos, c'est donc l'exposition aux allergènes. Alors je vous ai mis ici ces charmantes petites bêtes avec lesquelles vous vivez tous, même si vous ne le savez pas, c'est les acariens. Vous en avez plein dans vos matelas, il y en a des milliards dans chaque matelas de chaque personne ici. Il y en a des milliards dans vos canapés, il y en a des milliards dans vos tapis, il y en a des milliards dans vos rideaux. Ils ne nous embêtent pas trop, sauf quand on est allergique. Il y a les moisissures. Alors les moisissures, c'est quelque chose d'intéressant parce que on va retrouver ça dans les habitats. Généralement, malheureusement, dans les habitats des patients, enfin on va dire patients, des individus qui sont des catégories socio-professionnelles défavorisées, malheureusement. Et ces moisissures, c'est aussi la nourriture des acariens. Les acariens, ils se nourrissent de nos peaux mortes. Ils sont contents dans nos matelas quand il fait chaud, ils sont contents quand il fait humide et ils sont contents quand on perd des peaux mortes. C'est comme ça qu'ils grossissent, les acariens, et c'est comme ça qu'ils se multiplient. Mais quand il y a en plus des moisissures, donc encore une fois, dans ces habitats en milieu défavorisé, ces moisissures les nourrissent aussi, et donc ils se multiplient encore plus. Donc c'est double peine pour ces patients-là. Et puis, il y a les pollens, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors, il y a plein de pollens. Il y a les pollens, on va dire en France, mais dans nos régions, enfin, dans le Grand Est en tout cas, on a les pollens d'arbres qui vont arriver au mois de février avec le noisetier, puis qui vont continuer jusqu'au mois d'avril avec le bouleau. Ensuite, on va avoir les pollens de graminées. Alors, les graminées, il y a 1500 graminées à peu près en Europe qui existent, 1500 sortes de graminées. Et puis ensuite, donc ils vont polliniser en mai-juin, et puis ensuite, on va avoir les herbacées. Les graminées, il y en a plein là-bas, vous pouvez aller voir. Juste derrière, là, il y a des graminées, des très belles crêtes de coq. Alors cette exposition, elle est nécessaire, mais elle est multifactorielle, donc elle n'explique pas tout. Ça va dépendre de la nature de l'allergène. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, si on reprend les acariens, les allergènes des acariens, on va les retrouver dans leur carapace, on va les retrouver dans leurs fesses, donc dans leur caca. Et ces allergènes d'acariens, non seulement ils sont allergisants, mais en plus ils ont un rôle enzymatique. Alors je ne sais pas pour les plus vieux, enfin en tout cas ceux de mon âge,
qui se rappellent des pubs à la télé avec les enzymes gloutons, bah, c'est un peu le même principe. Ces acariens, ces allergènes d'acariens, ce sont des enzymes. Ils vont aller digérer les petites jonctions qu'on a entre les cellules. Ils vont permettre le passage d'allergènes encore plus qu'à la normale. Ça va dépendre de la quantité d'allergènes. Plus on est exposé, plus on a de risques d'être allergique. Ça va dépendre du mode et du moment d'exposition. Alors je ne vais pas m'étendre dessus, mais par exemple on sait maintenant, alors on a très longtemps dit, je pense que toutes les mamans parmi vous savent qu'on a dit pendant très longtemps qu'il fallait attendre pour introduire les fruits à coque, qu'il fallait attendre pour introduire les fruits exotiques. C'est plus le cas, on a un peu révisé nos positions. On sait maintenant qu'il y a ce qu'on appelle une fenêtre immunitaire chez l'enfant entre 4 et 6 mois, et entre 4 et 6 mois, on peut passer tous les aliments, et c'est le bon moment pour les passer. Ils passent tous. Entre 4 et 6 mois. Il ne faut pas attendre. Plus on attend, plus on risque de faire devenir l'enfant allergique. Nous, on s'en est rendu compte quand on fait des tests de provocation. Donc quand on redonne un allergène aux enfants, on s'est rendu compte, il y a quelques années, le paradigme, c'était de dire on évite, on évite, on évite. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en attendant, on les rendait plus allergiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur redonnait de la cacahuète, par exemple, on attendait 1 an, et en fait, leur seuil réactogène baissait. Donc ils devenaient plus allergiques. Maintenant, on sait qu'il faut redonner précocement les aliments. Et encore une fois, entre 4 et 6 mois, tout passe. Mes collègues alsaciens disent la choucroute passe. Et puis, il y a les prédispositions génétiques dont je vous ai parlé. Alors, il y a d'autres cofacteurs. Un cofacteur qui me paraît extrêmement intéressant de parler ici, puisqu'on parle d'environnement, c'est la pollution. La pollution, elle a trois rôles. Enfin, elle va jouer 3 rôles, en tout cas dans l'allergie. Il y a un rôle irritant, c'est-à-dire qu'on va respirer des particules fines, on va respirer du CO2, on va respirer du dioxyde d'azote, et ça a un rôle irritant. Donc chez quelqu'un qui n'est pas malade, ça ne va pas trop poser de problème, on va avoir un petit peu de rhinite, un petit peu de mal à respirer, mais ça ne va pas être le problème. Chez quelqu'un qui a une pathologie allergique ou une pathologie asthmatique sans allergie, ça va aggraver son asthme ou ça va aggraver sa rhinite, à cause de l'irritation faite par ces particules. Il y a un deuxième rôle de la pollution, c'est un rôle mécanique qu'elle va jouer sur les pollens. C'est ce que je vous ai mis ici. Vous avez ici des grains de pollen. Les petites flèches, la première, là, elle vous montre des grains, des particules fines sur les pollens, qui vont venir se coller, qui vont venir rentrer en collision avec les pollens. Et en fait, ce qui va se passer, sur la deuxième petite photo, là, c'est que ces particules fines, elles vont faire exploser les grains de pollen. Et en faisant exploser les grains de pollen, elles vont faire libérer ce qu'il y a dans les grains de pollen, ce qui est allergisant, donc ces protéines. Et donc il va y avoir beaucoup plus d'allergènes dans l'environnement à cause de la pollution. Et puis le troisième rôle, c'est un rôle sur la production des pollens. Il faut savoir que les protéines allergisantes des pollens sont en fait des protéines de défense de ces espèces végétales, alors qu'on va retrouver dans tout le règne végétal, mais qu'on va également retrouver dans les fruits et dans les légumes. C'est ce qui explique toutes les allergies croisées qu'on peut avoir entre, par exemple, le pollen de bouleau et le fruit de la pomme, excusez-moi. Parce que, en fait, le fruit ou l'arbre va se défendre contre cette pollution. Il va être agressé, et donc, à cause de cette agression, il va développer, il va créer, il va fabriquer plus de pollen pour se reproduire. C'est normal, il est agressé, son espèce est menacée, donc il veut se reproduire. Il va créer plus de pollen pour polliniser, pour procréer. Sauf que le problème, c'est que pour les personnes allergiques, il y en a beaucoup plus dans l'atmosphère. Et nous, ce qu'on voit en clinique, c'est un effet synergique de ces 3 phénomènes. Donc ce rôle irritant, ce rôle de la pollution sur la production de pollen et ce rôle sur l'éclatement des sacules de pollen. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on voit en clinique, parce que ça explose quand il y a un pic de pollution et quand il y a un pic de pollen. Un autre problème, c'est le réchauffement climatique. Alors, même si Donald est malade et qu'il prend de la chloroquine, et même s'il est contre le réchauffement climatique, enfin s'il n'y croit pas, on peut quand même y croire. Ça, c'est des cartes de l'INRA qui sont très intéressantes. En fait, donc c'est des projections de ce qui risque de se passer en 2100, si on ne fait rien, avec le réchauffement climatique. Donc vous avez ici la carte de 2010. Ici, là, la zone du sud, c'est les pollens de cyprès. Vous avez ici, nous, le quart est, avec les pollens, avec les arbres, en tout cas l'hêtre, l'érable, le bouleau. Et puis, dans le quart ouest, les châtaigniers, les néfliers. Ce qui risque de se passer en 2100, c'est que chez nous, il n'y aura plus d'érable et d'hêtre. On va être envahi par les châtaigniers, donc les espèces végétales vont changer. Donc des gens comme vous et comme moi,
qui ne sont pas exposés à ces pollens, parce qu'on n'est pas exposé à ces pollens de châtaignier, on risque de devenir allergique à ces pollens en fait. Vous voyez également que le cyprès, alors le cyprès c'est une espèce extrêmement allergisante. Je vous enjoins à ne pas planter de cyprès dans vos jardins parce que c'est la mode de planter des cyprès ornementaux, il ne faut pas, c'est très très allergisant. Donc pour l'instant ça reste une pathologie du pourtour méditerranéen, mes collègues de Montpellier et de Marseille ont beaucoup de soucis avec le cyprès. Mais on voit qu'en 2100, ce cyprès, il sera monté sur le Rhône, hein, il ne sera pas loin de chez nous, il aura touché l'ouest, et donc on risque de devenir allergique à ces pollens parce qu'on n'y a jamais été exposé. En tout cas nous, on n'y a jamais été exposé, même si on va une semaine ou 15 jours dans le sud passer les vacances, on n'y est pas exposé comme le sont les gens. Et donc en étant exposé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette fameuse exposition allergénique, on risque de devenir allergique à ces pollens. Alors ça peut paraître loin parce que c'est 2100, mais je voulais juste vous donner un exemple un peu plus récent avec l'impact de la météo. Alors c'est intéressant. En 2016, à Melbourne, donc en Australie, il y a eu ce qu'on appelle une thunderstorm asthma épidémie. Le 21 novembre 2016, à 18h, à Melbourne, il y a un orage. On perd 10 degrés de température en 1 heure et l'humidité monte à 70%. 10 morts. 90 000 cas 9 000 cas d'asthme ou d'asthme aigu grave. Leur équivalent du SAMU, il a reçu un appel toutes les 4 secondes. C'est quelque chose d'énorme. Donc cette pathologie, elle était déjà connue, de moindre gravité. Donc il y a des exemples à Birmingham, à Naples, vous voyez 83, 2004, à Londres en 94, plein d'autres exemples auxquels personne n'avait prêté attention en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait à Melbourne? Donc on a eu des grains de pollen, c'était les pollens de graminées. Donc un grain de pollen, ça mesure entre 30 et 40 micromètres, donc c'est tout petit. Ça rentre par le nez, mais c'est un peu filtré par notre nez. Notre nez est un organe bien fait, il filtre tout ce qu'on respire. Sauf que, comme il y a eu ce mouvement de température et ce degré d'hygrométrie qui a augmenté, ces grains de pollen, ils ont été hydratés. Et je vais vous montrer sur la diapo d'après ce que ça donne un grain de pollen hydraté. Et en hydratant un grain de pollen, en fait, on libère ce qu'il y a dedans. Donc ça fait une libération de particules de toute petite taille, 1 à 5 microns, et ça, notre nez, il n'est plus capable de le filtrer. Donc toutes ces particules sont allées directement dans les poumons des gens, et tous ces gens qui étaient asthmatiques ou pas ont eu des problèmes. En plus de ça, ces grains de pollen étaient chargés électriquement, donc en fait, quand on a un orage, très schématiquement, ça plaque les pollens au sol, donc les gens sont contents. Puis dès qu'il refait chaud, les pollens ils remontent, parce qu'ils sont chargés électriquement, et donc ils arrivent juste à la hauteur de notre nez. Donc en fait, ce qui s'est passé à Melbourne, c'est des gens jeunes, 32 ans de moyenne, plutôt des hommes, qui avaient une rhinite aux graminées, c'était la période des graminées quand il y a eu cet orage. Ils avaient un asthme préexistant, mais pas toujours. Donc il y avait des gens qui s'ignoraient être asthmatiques, ou en tout cas qui n'avaient pas de symptômes d'asthme, mais qui ont quand même déclenché des symptômes. Comme l'a dit le docteur Khalifé, malheureusement, dans les maladies chroniques, il y a toujours une observance qui est moyenne. Donc c'est des gens qui ne prenaient pas forcément leurs corticoïdes. Alors il n'y avait pas le Covid à l'époque, mais même quand il n'y avait pas le Covid, malheureusement, les gens ne prennent pas forcément leur traitement. Et puis c'était des gens qui étaient plutôt à l'extérieur quand il y a eu l'orage. Donc là, voilà, vous voyez ces grains de pollen. Donc ça, c'est un grain de pollen normal. Donc l'ivrée et la fléole, ce sont 2 graminées. Ça, c'est des grains de pollen normaux. Et quand on les humidifie, quand on les met dans l'eau, eh ben, vous voyez que ces grains de pollen, ils explosent et qu'ils libèrent toutes ces petites sacules qui sont extrêmement allergisantes, donc pour les deux. Et c'est ça qui va se retrouver dans l'atmosphère. C'est ça qui va rentrer dans le nez, qui ne sera pas filtré parce que c'est trop petit. Et donc, qui va donner ces crises d'asthme. Alors, on peut se dire Melbourne, c'est loin. Mais c'est arrivé à Nantes en 2013. On a eu des cas en France. Donc la même chose, un orage à Nantes en juin 2013, donc toujours la période de pollinisation des graminées. Donc là, c'est le nombre d'appels à SOS médecins. Donc en fait, il y a eu un orage le 7 juin, un orage le soir, comme très souvent, 21h. Il y a eu un deuxième pic à minuit. SOS médecins a eu en 3 jours 152 appels, 2 hospitalisations, donc ils ont multiplié par 6 leur nombre d'appels pour asthme. Et vous voyez bien sur le graphique, donc là ça commence à mai et puis ça finit en juillet ou en août, je ne vois plus. Donc à peu près 10 cas d'asthme, d'appel pour asthme à SOS médecins à Nantes. Et vous voyez le 7 juin, paf, ça augmente, le 8 juin catastrophique, et puis ça redescend tranquillement. Donc ça existe. Donc vraiment, la météo, notre environnement a vraiment un impact sur ces allergies. Alors, avant de conclure, un petit mot sur les défis de demain. Il va falloir tenir compte de la multiplicité des expositions, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, des interactions entre elles, et ça à tout moment de la vie.
Donc ce schéma, moi je le trouve extrêmement intéressant. Il fait une dichotomie entre ce qu'on appelle l'environnement externe spécifique. Donc ça, c'est ce que nous, citoyens, individus, patients, ce qu'on peut faire. Donc limiter l'exposition aux polluants comme le tabac, limiter notre exposition également aux polluants comme les bougies d'intérieur, comme les sprays d'intérieur qui sentent bon mais qui sont extrêmement nocifs. Bien manger des pommes comme disait Jacques, boire de l'eau et pas du vin, et faire de l'activité physique. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire tous. C'est facile à faire. Hein. C'est ce qu'on conseille, nous, médecins, de faire à tout le monde. Nous, les premiers, on essaye de le faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'environnement externe général, alors qui ne va pas dépendre de l'individu, mais là, qui va dépendre de la collectivité, avec le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, effectivement, ce changement climatique, avec ce qu'on va planter comme espèce végétale. C'est important, ça. On peut planter, si on plante des bouleaux partout, il y en a partout ici, effectivement, on va devenir allergique aux bouleaux. Si on enlève les bouleaux, ça sera le platane. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir avec les collectivités. Avec l'environnement urbain, la pollution, avec le trafic. Comment on peut réduire ce trafic, parce que c'est quand même une des parts importantes de notre exposition aux polluants et à la pollution atmosphérique. Et tout ça, ça va interagir avec nos gènes. Donc encore une fois, alors je vais employer un terme un peu technique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétisme. Donc nos gènes, ils sont finalement, on a tous appris à l'école que nos gènes étaient fixés, que ça donnait des protéines, etc. Mais non, nos gènes, ils ne sont pas fixés. En fonction de ce qu'on va rencontrer, en fonction de ce qu'on va vivre, il va y avoir des modifications de ces gènes qui vont entraîner des modifications et probablement, enfin en tout cas possiblement, des symptômes cliniques et des maladies. Donc tout ça est lié. Donc cet environnement spécifique externe et cet environnement général externe va interagir sur nos gènes. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte au titre de l'individu, mais également au titre de la collectivité, pour avoir une meilleure évaluation du risque sur notre santé. Donc pour conclure, j'espère vous avoir montré qu'il y a un rôle important de l'environnement sur le développement des allergies. Il y a une augmentation exponentielle et c'est pour ça que j'emploie le terme d'épidémie. Encore une fois, je ne veux pas employer le terme de pandémie, mais c'est une véritable épidémie. Encore une fois, 50% d'allergiques en 2050, c'est quelque chose d'énorme. La moitié de la population sera allergique en 2050. C'est quand même pas quelque chose d'anodin. Il faut collaborer, enfin il faut qu'il y ait une collaboration en tout cas entre les pouvoirs publics à l'échelle de la commune, à l'échelle de la région, à l'échelle de l'État, avec nos agences. Je vous ai cité ici Atmo Grand Est, je ne sais pas s'il y a des représentants d'Atmo Grand Est ici aujourd'hui, mais en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est ce qui vous donne le bulletin de pollution, c'est ce qui vous donne également le bulletin pollinique, avec les soignants, parce qu'on a quand même un rôle de détection, et également avec les patients. J'aime à dire que les allergiques, les patients, sont des sentinelles de l'environnement, parce que les patients allergiques vont nous permettre d'étudier les signaux faibles. Et je vais prendre l'exemple pour vous expliquer ça de l'ambroisie. Donc l'ambroisie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une herbe qu'on n'a pas trop en Lorraine pour le moment, qui va probablement venir avec le réchauffement climatique, qui il y a quelques années était limitée au pourtour, à la communauté de Lyon, voilà, la région lyonnaise. Et puis avec le réchauffement climatique, elle commence à monter. Alors on semble épargné grâce aux Vosges. Les montagnes, a priori, font barrière, mais ça passe du côté du territoire de Belfort vers l'Alsace, ça passe de l'autre côté vers Reims. Nous, on teste dans le service systématiquement l'ambroisie. On a des patients qui n'ont jamais bougé de la Lorraine, en dehors de leurs vacances, mais qui sont des Lorrains pure souche, qui n'ont jamais été plus loin que la Lorraine, encore une fois en dehors des vacances, qui sont sensibilisés à l'ambroisie, parce qu'on le teste, donc on le voit. Pour l'instant, on n'a pas de relation avec la clinique, parce qu'effectivement, il y a un capteur pollinique à Metz, qui montre qu'on capte 4, 5, 10 grains d'ambroisie dans le capteur par mois, donc c'est rien. Mais ces patients-là, ce sont des véritables sentinelles, ça veut dire que quand ils vont devenir allergiques, ça veut dire qu'il y aura de l'ambroisie chez nous, et ça veut dire que ce sera trop tard, parce que l'ambroisie, vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez ambroisie région lyonnaise, ils n'arrivent pas à l'éradiquer, cette mauvaise herbe, c'est extrêmement difficile à éradiquer, donc il faut mieux prendre des mesures de prévention, et encore une fois, compter sur les patients pour être ces sentinelles de l'environnement. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que l'allergie est en fait la conséquence d'une désadaptation de l'homme, avec un grand H, à son environnement, et donc il faut prendre soin de notre environnement pour essayer d'y rester adapté, et je vous remercie.
Donc en fait, c'est entre 4 mois et 8 mois qu'on a une tolérance 4 et 6. antigénique, en fait. 4 et 6 mois. 4 et 6, ouais. Le créneau est court quand même. Le créneau est court, mais tout passe. Mais est-ce que cette tolérance aux antigènes peut être prolongée? Parce que j'avais vu quelques travaux qui montraient que des enfants qui sont élevés dans des milieux campagnards, dans les étables, etc., avaient moins d'allergies que les gens des villes. Ouais. Je vous ai pas parlé de ça. C'est la même chose ou pas? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. Alors je vais être un petit peu technique. En fait, il y a une balance dans l'organisme entre l'infection et l'allergie. Donc en fait, comme on a un petit peu aseptisé notre milieu, on fait moins d'infections. Donc les gens des campagnes en font un peu plus parce qu'ils vont quand même jouer dans la gadoue, comme on a fait tous comme on était gosses. Et du coup, en faisant moins d'infections, la nature ayant horreur du vide, on fait plus d'allergies parce que la balance va de l'autre côté. Et voilà, donc c'est à cause de ça. Ouais. Et alors, une petite question sur la botanique. C'est essentiellement les pollens transportés par le vent qui sont plus allergéniques que les autres, que par les insectes, en règle générale. Alors, oui, c'est les pollens anémophiles, effectivement, Voilà, qui sont ça. plus allergéniques. Maintenant, si vous habitez sous un tilleul où le pollen est lourd, il va tomber, Oui. vous allez devenir allergique au tilleul quand Oui. même. Quoi. Ouais. Mais c'est pas le pollen des... Non, c'est pas le pollen des insectes. Le pollen des insectes, il pose Oui. pas de soucis. C'est vraiment les Surtout pollens sur des- anémophiles, sur des effectivement. arbres, Quoi. quoi. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a une question sur les liens entre allergie et environnement? Oui? Très intéressant, merci de votre intervention, mais la conclusion est un peu pessimiste. Que peut-on faire? C'est une grande question. J'ai un jardin, donc vous me dites qu'il ne faut pas mettre... Ah, je ne dis rien. Non, je ne dis rien. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à titre individuel, en tout cas sur la botanique, il est difficile d'agir. Parce que même si vous coupez tous vos arbres dans votre jardin, il y aura votre voisin à côté, et même si tout le voisinage coupe les arbres, les pollens vont voler. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut favoriser, c'est la biodiversité. Il ne faut pas planter, par exemple, que des pollens de bouleaux. Enfin, il ne faut pas planter que des bouleaux, il ne faut pas planter que des platanes, il ne faut pas planter que des cyprès. Il faut favoriser la biodiversité. Le problème, c'est la pression allergénique. Si effectivement, on n'a que des pollens de bouleaux dans nos forêts, c'est ce qui se passe ici. Hein, voilà, on n'a quasiment que des bouleaux dans les forêts, des noisetiers, des aulnes et des hêtres. Ben, les gens sont allergiques à ça. Donc, il faut vraiment essayer, quand on végétalise les villes, par exemple, d'avoir une biodiversité, de ne pas planter que des pollens potentiellement allergisants. Il y a des pollens qui sont plus allergisants que d'autres, c'est ce que je disais par exemple avec le pollen de tilleul. Le pollen de tilleul, il n'est pas très allergisant. Le pollen de platane, s'il n'y en a pas beaucoup, il n'est pas très allergisant non plus. Donc il faut vraiment favoriser cette biodiversité et faire un brassage en fait, pour pas qu'il y ait que ça dans nos jardins. Et alors, encore une fois, je le redis, pas de cyprès ornementaux. Ça, c'est une connerie. Et alors avec les masques, on va être un peu protégé. Avec les masques, c'est très bien. On a fait un communiqué, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quelques fonctions nationales. On a fait un communiqué avec la Fédération française d'allergologie, où effectivement on a montré que les masques, grâce ou à cause de la Covid, diminuaient le nombre d'allergies. Donc effectivement, ça filtre, il n'y a pas de souci, quoi. Une autre question? Non? Je vais vous présenter quelques chiffres sur la biodiversité. Bon, c'est des chiffres qu'on connaît déjà un petit peu, mais on est passé dans une véritable accélération de tous les problèmes qui se posent actuellement en matière de disparition des espèces. Et comme la thématique d'aujourd'hui, c'est quelle solution il faut agir immédiatement, on laissera après la parole à nos décideurs de nous dire dans quel sens ils vont aller pour continuer à préserver cette biodiversité. Donc on sait que cette biodiversité, c'est 3 milliards d'évolutions qui ont fait que les espèces se sont divisées et reproduites. Et actuellement, la gestion de la biodiversité, comme j'avais dit tout à l'heure, doit tenir compte à la fois des plantes, des espèces, des animaux, mais aussi des activités humaines, donc un aspect social, et puis des aspects techniques liés à l'exploitation, au génie génétique et à toutes les technologies en fait que développent nos sociétés. Donc cette biodiversité en chiffres, on est loin d'avoir pu l'évaluer, surtout en ce qui concerne les micro-organismes, bactéries et virus, parce qu'ils sont sûrement plusieurs dizaines de millions. Mais dans l'ensemble, on a à peu près actuellement 1 700 000 espèces, et il y a une véritable érosion de cette biodiversité. On parlait tout à l'heure avec notre ami indien de la surpopulation, et je crois que c'est Cédric qui nous rappelait aussi la surface de l'Inde par rapport à la France, mais regardez les chiffres, 1960, 3 millions, on a doublé en 2000,
2020, on est passé à 7,8 milliards, alors qu'on avait prévu 7. Ce qui fait qu'en 20 ans, au XXIe siècle, on a déjà fait 27 pays de 60 millions d'habitants en plus. Vous imaginez la pression que ça représente sur l'environnement. Donc un jour ou l'autre, le Club de Rome s'était attaqué au problème de surpopulation, mais un jour ou l'autre, il faudra quand même y penser, bien que beaucoup disent que la régulation va se faire naturellement. Mais c'est vrai que cette évolution de la population est tout de même galopante. En ce qui concerne l'extinction des espèces, là on va parler uniquement des vertébrés supérieurs. Vous voyez qu'au XVIIe siècle, c'était 21 espèces qui avaient disparu. Au XVIIIe, 38. Au XIXe, 84. Au XXe, 270. Vous voyez que ça monte. Mais maintenant, l'augmentation, elle est quasiment exponentielle. Là, on parle de disparition complète d'une espèce. Mais les derniers rapports qui ont été faits parlent aussi de l'extinction quantitative d'espèces vivantes. Et là, en 46 ans, donc de 70 à aujourd'hui, enfin 2016, on a perdu 66% de la population de ces espèces vivantes, poissons, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens. Donc ça devient vraiment dramatique. Cette déforestation de la forêt, chacun en est conscient. L'Amazonie, c'est 9 pays avec 400 millions d'hectares. 80 millions ont déjà été déforestés. Il y a eu, entre janvier et septembre, plus de 57 000 feux cette année. Rien que le Brésil, 135 000 hectares disparus en août 2020. Alors vous voyez, on n'avait que 27 000 hectares en 2017, donc c'est considérable. Et actuellement, la tendance ne va pas du tout à la répression des gens qui allument des feux, mais au contraire, l'ordonnance en décembre 2019 pour régulariser les terres illégalement occupées était mise en place. Et vous voyez sur la carte cette forêt amazonienne en vert, et en rouge, ce qui a déjà été détruit, vous voyez qu'elle est en train de se dégrader de manière quasi exponentielle actuellement. Un petit clin d'œil à nos chamans et chefs de village qui étaient venus à Metz pour le G7 en 2019, des chefs de tribu. Bien, ils nous disaient effectivement qu'autour de chez eux, la dégradation se fait et que les autorités ont ordre de ne plus intervenir sur ces feux qui sont faits pour ensuite des exploitants qui vont y mettre des animaux pour paître, etc., ou faire des cultures intensives. Et le risque qu'il disait, c'est le risque de savane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la forêt est morcelée, même s'il y a encore des milliers d'hectares, quand la forêt est morcelée, on va arriver à une savane, c'est-à-dire une forêt qui ne peut plus se régénérer et qui va s'assécher progressivement. Et ça, c'est dû au phénomène de l'eau. Parce que vous savez que dans une forêt, 90% de l'eau qui est absorbée par la plante va être transpirée. C'est l'évapotranspiration. Donc c'est énorme. Un arbre va aspirer 1000 litres, il va en relarguer 900 sous forme de brouillard. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les rivières volantes, c'est un approvisionnement continu de l'eau de cette forêt. Regardez les chiffres. La forêt, il y a des pressions qui sont assez basses qui vont inspirer les nuages de l'océan, mais on pensait jusqu'à présent que c'est les masses océaniques avec les nuages qui faisaient tomber la pluie sur la forêt. Mais on s'est rendu compte que les rivières volantes, c'est 20 millions de tonnes par jour. C'est uniquement l'évapotranspiration qui correspond à 20 millions de tonnes d'eau par jour. Et vous voyez que le fleuve Amazon en charrie 17 millions, donc c'est considérable. Et le rôle, effectivement, de cet équilibre entre la transpiration et les masses océaniques fait que cet écosystème subsiste et il va disparaître quand il y aura un morcelage trop important. 40 degrés en septembre 2020, c'était jamais arrivé dans ces régions-là. Il y a des régions où les rivières, les lacs sont asséchés. Vous voyez sur les images les fumées toxiques qui posent aussi des problèmes de santé environnementale. Il y a déjà des parcs qui ont été complètement abandonnés. C'est des parcs écologiques qui étaient faits justement pour préserver la biodiversité. Le parc des Aquas a été abandonné. 85% des 100 000 hectares ont brûlé cette année. Il y a aussi maintenant des feux souterrains. Donc c'est-à-dire que on coupe une partie de la forêt, on incendie une partie de la forêt, après il repleut, il y a de la boue qui arrive dessus, il reste des matières organiques sous terre à 1 mètre, et ça finit par se consumer, continuer à brûler sous terre. Et au départ, bien souvent, c'est des petits brûlis qui sont allumés par des fermiers qui ne contrôlent plus et qui donnent ensuite des incendies beaucoup plus vastes.
Côté de la Californie, c'est le même problème. Ça a pris cette année une ampleur considérable. Là aussi, ils ont battu des records historiques de température, montés à 37,7. 27 feux majeurs juste en 2020, 7000 autres feux. Et il y a eu 1 200 000 hectares de détruits en 2020, alors que d'habitude, c'est dans les 50 000 hectares par an. Donc vous voyez, ça prend des proportions inimaginables. Encore pour l'année 2020, donc 200 000 hectares détruits par an en général. Et là, ça s'est produit en 3 jours dans les grands incendies dont on a parlé sur les médias, avec des bâtiments détruits, etc. Des zones qui sont complètement enfumées, avec 1000 km de longueur sur 100 km de largeur. Et ça pose un deuxième problème aussi de santé publique, c'est toutes ces fumées. Donc cette biodiversité, il y a des organismes qui travaillent pour le recensement, c'est le WWF. Nous, on avait travaillé pour eux dans le domaine des plantes médicinales il y a une vingtaine d'années. Mais ils suivent actuellement 21 000 espèces dans le monde pour savoir comment ça évolue. Et c'est eux qui donnent un peu les chiffres conséquents qu'on a vus. Perte de vertébrés sauvages, 68% de la population entre 1970 et 2016. Milieu aquatique, on a des zones où on a jusque 84% de pertes. En Amérique latine et Caraïbes, là aussi, des microzones, il y a une surexploitation de 94% de pertes. Et en fait, comme le disait Cédric tout à l'heure, on court vraiment vers cette 6e extinction. Alors, cette 6e extinction, les chiffres sont assez alarmistes aussi. 75% de toutes les espèces pourraient disparaître en 2100 si ça continue sur ce développement-là. Depuis 1900, la disparition des espèces a été multipliée par 100. Et en fait, un des grands problèmes dont évoquait notre ami indien, c'est que les espaces naturels se réduisent à peau de chagrin et donc détruisent cette biodiversité. Alors on a des solutions. Il y a des solutions qui existent, mais ces solutions doivent être multifactorielles, elles doivent être éthiques, morales, économiques, sociales et environnementales, bien évidemment. On pense tout de suite à transformer le système alimentaire, on en parle de plus en plus. Cette consommation excessive de viande par rapport aux végétaux crée une surexploitation en fait, des sols et des prairies. Avoir aussi une approche beaucoup plus globale, tant au niveau des métropoles que des départements, que des régions. Approche globale dont l'objectif principal devrait être une action pour le bien commun et pas toujours des actions pour des projets qui intéressent les uns ou les autres. Et quant aux outils de la protection, eh bien, on a de nombreux outils qui existent, qui sont des outils internationaux. On en a parlé tout à l'heure, c'est la Convention de Washington avec le CITES qui va lister toutes les espèces menacées qui seront protégées, dont les services douaniers vérifieront l'interdiction de l'utilisation de ces plantes ou animaux. La Convention de Berne pour la vie sauvage et milieu naturel, et puis cette fameuse Convention de Rio en 92 qui est une deuxième session en 2020 et le protocole de Nagoya qui vise effectivement à gérer les relations entre le Nord et le Sud. On sait que dans le Sud, on a des ressources génétiques, que dans le Nord, dans les pays du Nord, on a des outils techniques pour les exploiter. Et donc cette convention permet de créer un respect, un équilibre entre le Nord et le Sud pour l'exploitation de ces ressources. Donc on a un petit peu les outils. Donc il faut espérer maintenant que nos hommes politiques vont aborder tous les problèmes que l'on peut ressentir avec une approche complexe, multimodale, tenant compte de l'éthique, de la morale, de l'économique et du social. Je vous remercie. Quelques questions? Oui, quand même, parce que je pense que maintenant la prise de conscience, elle est faite. Je pense que ces préoccupations se déclinent à tous les niveaux des administrations. Peut-être pas toujours dans le bon sens, mais la réaction va se faire très vite parce que c'est une question de survie. François, quelques mots? Bien, d'abord, je voudrais vous dire mon bonheur de vous retrouver à Voipy. Voilà. Donc, ça fait un certain nombre d'années, puisque c'était en 2002, qu'on a lancé avec Jacques, Florentin, Étienne Wirth et surtout Jean-Marie Pelt, ce festival de l'écologie. Alors, je vais parler d'écologie, mais on avait décidé de mettre chaque année à l'honneur un pays ou un continent.
mon successeur, Cédric Goutte, qui continue le festival, et c'est heureux, a décidé cette année de mettre à l'honneur un pays, une nation, qui est en même temps quasiment un continent, on parle du sous-continent indien, qui est l'Inde. L'Inde, qui est d'abord la plus grande démocratie du monde. Et je tiens à saluer monsieur le secrétaire de l'ambassade de l'Inde en France et à lui demander d'adresser nos salutations à monsieur l'ambassadeur. Ce partenariat entre l'Europe et l'Inde est très important. On parlait de régression de la biodiversité. Il y a hélas depuis une décennie plutôt une régression de la démocratie dans le monde, après des décennies de progression. Donc c'est aussi un phénomène qui est inquiétant, et donc crois beaucoup au partenariat entre l'Europe, qui doit rester unie et qui doit rester un pôle à la fois de démocratie et de rationalité dans le monde, et l'Inde, qui est cette plus grande démocratie du monde, dans un immense continent, l'Asie, où la démocratie est un fait très minoritaire. Et la démocratie et la protection de l'environnement vont souvent ensemble. Non pas que les démocraties soient nécessairement exemplaires, mais on sait que les régimes autoritaires vont plus vite, plus loin, plus fort et sans frein dans la destruction de l'environnement et de la biodiversité. Alors si je me replace dans cette perspective assez longue, puisque nous avons créé en 2002 ce festival de la nature et de l'écologie, je voudrais dire qu'on a eu une première décennie des années 2000 qui était plutôt une décennie de la prise de conscience. Et on pouvait chaque année se féliciter plutôt des avancées. On avait dans les années 2000 en France d'abord la charte de l'environnement, c'est-à-dire ce pacte fondateur en matière d'environnement qui était intégré à la Constitution de la République française au même titre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits civils, et également que le préambule de la Constitution de 1946 qui posait les droits économiques et sociaux. Et on posait les droits environnementaux. On a aussi eu ce Grenelle de l'environnement, on parle toujours de Grenelle, et qui était une réussite conceptuelle qui était pour la première fois peut-être le dépassement de l'opposition, du clivage entre développement et environnement, entre économie et écologie. Je dirais que depuis, ça a un peu buté quand même sur les travaux pratiques. Et à partir des années situées en 2008-2009, ça a été à la fois la crise financière, donc internationale, le repli d'un certain nombre de pays. Ça a correspondu, et ce n'est pas forcément lié, à la montée des replis identitaires un peu sur tous les continents, et particulièrement en Europe et même en France, sur le climato-scepticisme militant, d'ailleurs, qui allait souvent de pair avec des nationalismes et une perte de conscience universelle au profit d'intérêts nationaux ou catégoriels, et qui sont souvent l'addition de nos individualismes. Et donc c'est une décennie qui a été un peu moins propice, et alors même que le bilan tel qu'il a été établi, ces deux exposés sont intéressants parce qu'ils montrent en fait une inexorable dégradation à la fois de l'environnement, avec des effets sur la biodiversité et la santé humaine. D'ailleurs, c'est complètement stérile et même stupide que d'opposer très souvent une approche environnementale ou pour la biodiversité
qui serait à l'opposé d'une approche en faveur de l'humanité, quoi. Occupons-nous d'abord de l'humanité, on verra bien les problèmes de la biodiversité après. Occupons-nous d'abord de problèmes immédiats, économiques et sociaux de nos sociétés, et les problèmes écologiques sont à reléguer au second temps. Ils sont complètement liés. Ils sont complètement liés. On est sur des systèmes à bout de souffle. On se rend bien compte d'ailleurs que quand on arrive à certaines aberrations de la mondialisation, notamment en matière d'alimentation, les solutions sont souvent sur des économies davantage autocentrées, notamment sur l'alimentation et sur des circuits beaucoup plus courts et plus respectueux de l'environnement. La question de la biodiversité peut la prendre de deux façons. D'abord, par éthique, par conscience, en se disant que notre responsabilité à nous, tous qui faisons que passer sur Terre, c'est de laisser à nos descendants au moins la même chose que ceux dont on a hérité de nos ascendants, mieux si possible, mais en tout cas pas moins, et que notre responsabilité première, c'est de ne pas l'éroder. Ça, c'est une conception plutôt éthique. Mais si on se place sur un plan, j'allais dire, plus utilitariste, plus anthropomorphiste, c'est-à-dire tourné uniquement vers nos préoccupations égoïstes d'espèces humaines par rapport au reste de l'environnement, et ça, Jacques nous en a souvent fait la démonstration, la biodiversité, ça reste la première ressource de la pharmacopée. C'est-à-dire, c'est là que se trouvent les molécules qui pourront soigner les maladies qu'on ne sait pas encore soigner, voire même les maladies qui ne sont même pas encore apparues, parce que c'est aussi en évolution constante, et donc à chaque fois qu'on se prive, même des molécules les plus insignifiantes, parce qu'on va détruire l'invertébré ou la plante la plus insignifiante, eh bien on va peut-être détruire la source du médicament qu'on aurait pu trouver demain. Donc sur tous les plans, nous devons préserver notre biodiversité. Et d'ailleurs, quand on menace notre biodiversité, c'est souvent parce qu'on met en œuvre des phénomènes qui nous sont directement nocifs. Et tout ce qu'on a vu sur cette exposition, sur les allergies, qui montre bien que, en fait, tout ce que nous propageons et qui atteint l'environnement nous atteint directement aussi. Alors, que faire ? C'est à tous les niveaux. C'est bien sûr au niveau du citoyen comme au niveau des dirigeants du monde, et à tous les niveaux intermédiaires, nationaux, régionaux et locaux. Alors au niveau international, c'est vrai que les COP ont toujours produit au cours de leurs dernières éditions des résultats plus que décevants. Et c'est le résultat de ces égoïsmes nationaux, parfois, je dis, du climato-scepticisme militant, du déni, parfois du lobbying organisé, et de toute façon d'une disharmonie croissante de la société internationale, qui est très inquiétante à tous égards, puisque même les risques de guerre n'ont jamais été aussi présents dans le monde qu'ils le sont aujourd'hui, si on se compare, en tout cas depuis la fin de la guerre froide, et même finalement la guerre froide, c'est un énorme risque de guerre, mais toujours parfaitement contenu dans un système qui était relativement simple, alors qu'aujourd'hui, les menaces sont extrêmement diversifiées, et demain, un conflit, même nucléaire ou bactériologique ou autre, pourrait apparaître de la façon que l'on attend le moins. Donc, au plan mondial, toute cette gouvernance qu'on aurait souhaitée sur un plan mondial, effectivement, tarde à apparaître. Mais par ailleurs, la conscience s'étend, il y a des réactions. Alors parfois, avec des avancées, des reculs, même de nos gouvernants, avec un jeu permanent et qui n'est jamais évident. En matière d'arbitrage et en matière d'environnement, tout est toujours question aussi d'acceptation sociale, de soutenabilité et économique et d'équilibre. Et avec des choix qui
qui sont parfois faits sur des priorités sur lesquelles on revient vite. Si je prends l'exemple du bonus-malus automobile, qui est certainement la mesure d'écofiscalité qui va mieux le fonctionner, parce que c'est en plus de la bonne écofiscalité qui n'était pas faite pour nourrir les caisses de l'État, puisque c'est un système neutre de bonus et de malus, mais qui était fait pour influencer et guider au comportement plus vertueux. Sauf que ça avait marché très fort et il y a eu des résultats très nets en matière de diminution de CO2. On avait simplement complètement omis la composante du diesel et la diffusion des particules. Donc ça méritait d'être rectifié. Et pour vous dire qu'on a des systèmes qui, mis en œuvre par les pouvoirs publics, peuvent bien fonctionner. Et il y a le niveau local. Le niveau local et le niveau individuel. Vous plaît d'abord, les grands mouvements, ils sont d'abord surtout en démocratie et dans une société de consommation. C'est d'abord c'est l'addition des comportements individuels qui fait les grands mouvements. Et la façon qu'on peut avoir d'être plus vertueux dans la consommation, dans le tri, dans chacun de nos choix, a une contribution. Et puis il y a ceux qui sont faits à l'échelle de la collectivité. Là, il y a quand même, des collectivités locales, il y a quand même une addition aujourd'hui d'initiatives prises dans un maximum de communes, dans un maximum d'intercommunalités, reliées par l'État d'ailleurs, si je prends la rénovation thermique, qui nous font aller dans un certain nombre de bonnes directions. Il y a à l'échelle de Voipy, on en a fait énormément. Il n'y a pas que ce festival. Il n'y a pas que le centre de découverte pédagogique de la nature. Il y a eu un verdissement. À Voipy, sur 2 décennies, on aura quasiment planté autant d'arbres qu'on a d'habitants. C'est Voipy-Plage, ça a été hépatique, poisson est partout. Même quand on m'amuse à repasser, à penser 20 ans plus tôt, 20 ans aujourd'hui, la biomasse végétale s'est considérablement accrue. Alors, dans toutes nos villes, il faut qu'on l'augmente. Pas seulement pour la raison que nous disait Jean-Marie Pelt, ou qu'il écrivait il y a 40 ans, quand il a inventé l'écologie urbaine au cloître des Récollets. C'est-à-dire pour lui, c'était un impératif pour l'harmonie, pour que chaque individu se sente bien dans la cité. Il n'avait besoin de rester connecté à la nature pour s'apaiser, pour se ressourcer. Aujourd'hui, on sait que ça répond à des fonctions absolument évidentes, de purification de l'air, d'amortisseur thermique. Un arbre, ça vaut 3 climatiseurs, et on va avoir des pics de plus en plus chauds. Piège à carbone, humidité. De pièges à carbone, d'humidité, de biodiversité dans la ville. C'est-à-dire en choisissant les bonnes essences qui doivent bien sûr ne pas provoquer d'allergie, mais qui peuvent favoriser les insectes pollinisateurs, qui peuvent favoriser plutôt les passereaux qui manquent un peu dans nos villes. On a beaucoup de pigeons et de corvidés, on n'a quand même plus beaucoup de passereaux. C'est-à-dire la végétalisation massive et en même temps intelligente peut nous amener beaucoup. L'évolution vers les modes de transport. C'est effectivement pas forcément dans des métropoles aussi diffuses que la nôtre et moins denses que d'autres, c'est pas forcément le tout collectif, mais c'est progressivement le véhicule propre. Le véhicule le plus propre, c'est vrai que le véhicule électrique est très bon pour la qualité de l'air. Il pose par ailleurs le problème des batteries. À chaque fois qu'on règle souvent un problème fondamental, c'est pour ça que c'est pas si simple, très souvent on en crée un autre. Bon, mais on va essayer d'aller très vite, au moins pour nos transports en commun, et je pense au Métis, sur l'hydrogène, qui a l'avantage d'être l'électrique sans batterie. Bon, donc, et puis, je vais terminer parce que je ne vais pas rouler tout ce qu'on va faire dans les années qui viennent sur la métropole. On a parlé de biodiversité. Audrey aussi, on a un projet sur le musée de la Cour d'Or, qui est le plus musée, qui est déjà 3 musées en un, et dans lequel on en créera un 4e à 2 pas du cloître des Récollets de l'Institut européen d'écologie, en exhumant les réserves du Muséum d'histoire naturelle. On a tous, les plus âgés, toi tu étais trop jeune, hein, mais les plus âgés à Metz, on a découvert nos animaux exotiques, non pas dans les eaux, il fallait voir ces quelques animaux sur quelques mètres carrés de goudron ou de béton qui faisaient pitié à Nancy, mais les animaux exotiques, on les avait découverts empaillés au Muséum d'histoire naturelle de Metz.
Bon, et ces réserves existent toujours, mais elles sont vraiment cachées. Je fais une parenthèse d'ailleurs, quand tu vas visiter la Grande Galerie d'Évolution à Paris au Muséum, on est vraiment attristé et surpris de voir la quantité de grandes espèces qui ont disparu. Tu te dis, Ouais. c'est le dernier exemplaire empaillé, quoi. Et Et là, on touche la réalité et- de la disparition des espèces. Et dans nos réserves du musée de la Cour d'Or, qui sont quelque part aujourd'hui dans des hangars, on a même un dodo. Hein, donc un dodo qui dort d'ailleurs dans ses réserves. Donc espèces disparues. Et on a d'autres spécimens empaillés d'espèces disparues en voie de disparition. Et on va les sortir. Et en les croisant aux nouvelles technologies, on va présenter les enjeux de la 6e extinction des espèces et faire un pavillon unique qui se rajoutera sur la biodiversité et qui aura, je crois, une grande utilité pédagogique. Donc il faut continuer la diffusion de ce message, mais il faut surtout agir très concrètement. Voilà, comme je l'ai dit, c'est à la fois sur les transports, c'est sur les milieux naturels. À Metz, on fera comme à Voipy d'ailleurs un règlement qui imposera toute toiture terrasse ou de la végétalisation des panneaux solaires ou les deux, parce que même l'électricité qu'il nous faut pour l'hydrogène, il faut qu'on la produise de façon propre et pas en achetant de l'électricité thermique. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et on aura encore des beaux sujets à traiter dans les prochaines éditions de ce magnifique festival de Voipy. Et je terminerai en disant notamment à nos invités que ce festival, il est unique parce qu'on essaie de parler à la fois au sens et à l'intelligence. C'est-à-dire que le fait de transformer cette salle en serre exotique. Moi, je remercie à nouveau les espaces verts qui font toujours mieux chaque année. Comme quoi, heureusement qu'il y a un maire qui fait bien mieux que son prédécesseur et des services qui font toujours mieux chaque année parce que c'est une magnifique salle dans laquelle ça nous fait plaisir de tenir des conférences le soir où on s'adresse plus à l'intelligence et à la raison, mais quand on rentre là, ça parle au sens. Et notamment pour tous ces enfants qui sont toute la semaine, là, dans la journée, passent et sont impressionnés par ce qu'ils voient. Hein, et très souvent, l'impression fait plus que tous les cours théoriques au tableau, hein, ou au paperboard. Donc, c'est une manifestation unique. Donc je termine en félicitant les organisateurs et ceux qui auront permis, malgré le contexte sanitaire difficile, où beaucoup d'ailleurs ont annulé les manifestations. C'était important de la maintenir et de faire au moins aussi beau, si ce n'est plus que les années précédentes, pour nous réserver de belles éditions prochaines. On va encore repasser la parole si vous avez une ou deux questions supplémentaires sur ce qui a été dit, que ce soit dans les domaines du Covid, de l'allergie, des projets écologiques, de biodiversité. Non? Oui? Il y a quand même quelque chose qui perturbe un petit peu, c'est que quand on dit tous ces pays qui se disent 50 000 fois pour arriver à faire quelque chose et qui en partant disent ok on va faire ci, on va faire ça, et qu'arriver chez eux ils font quand même rien. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est vrai. Et quand on voit la frilosité de certains États à signaler la convention de Nagoya, par exemple, c'est toujours les mêmes, effectivement, qui restent en retrait. C'est ceux qui consomment le plus et qui se retirent des conventions et des engagements, quoi. C'est vrai. En même temps, pour ne pas être complètement négatif, savoir que même si aux États-Unis, le gouvernement fédéral est épouvantable, et bien heureusement qu'il y a des États, qu'il y a des grandes villes, d'autant plus importantes dans le système fédéral, qui, eux, vont dans le bon sens quand même. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il y a ceux qui rament dans un sens, il y a ceux qui rament dans l'autre, mais ça n'empêche pas, notamment aux États-Unis, que ce n'est pas, heureusement, un abandon total, mais c'est le plus mauvais exemple donné par la nation la plus riche. Mais je partage aussi ton inquiétude vis-à-vis des risques de guerre, parce que c'est des choses qu'on ne regarde pas trop, mais c'est vrai que le monde se referme autour de l'Europe. Je disais tout à l'heure, quand je pense que je partais en Inde en voiture et au Népal, aujourd'hui, il y a 20 ans, on ne pouvait plus traverser la Yougoslavie.
L'Iran, l'Afghanistan, c'est compliqué. Le Pakistan, c'est très compliqué aussi. Le monde se referme. Et là, il y a nos amis indiens qui sont là. J'étais il y a 2 ans dans le Ladakh et le Zanskar. C'est des petites régions qui sont au-delà des chaînes de l'Himalaya, vers le plateau du Tibet. Il y a relativement peu d'habitants, les gens vivent paisiblement. Eh bien, il y a des bruits de bottes de guerre partout. Il y a des relations tendues avec le Pakistan, mais surtout maintenant, depuis 3 mois, c'est la Chine qui se bagarre avec l'Inde pour essayer de grignoter quelques kilomètres carrés de frontières sur des régions où il n'y a pas d'habitants, quoi. C'est vrai, hein, c'est grave, hein, ce qui se passe avec les Chinois, là. On n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas d'enjeu stratégique, si ce n'est peut-être une route, mais il n'y a pas de minerais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse ces conflits dans ces régions si peu habitées et si paisibles? Je pense qu'on ne peut pas diriger le monde avec les moyens et l'idéologie d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où les grands problèmes comme le changement, réchauffement climatique, l'unemployment, ce sont des grands problèmes qu'on face. Et je pense que beaucoup de politiques aujourd'hui jouent le jeu de diviser les gens. C'est plutôt des politiques nationalistes, c'est plutôt les politiques opportunes, mais on doit rester calme et on doit rester la vraie solution de se demander si l'enjeu sera bon pour le futur, pour l'avenir, ou s'il va faire un meilleur monde. Merci. Je pense que c'est vrai, on est sur 2 choses, à la fois un développement, on va dire, de la Chine en dehors de ses frontières. On en parlait pour vous rappeler également l'autre édition, les autres éditions qui étaient présentes, où on avait le Cambodge qui était également mis à l'honneur, et on voyait également la Chine essayer au fur et à mesure de s'implanter au Cambodge avec leurs us et coutumes, et également d'acquérir des terres qui sont pas les leurs. Donc ça, c'est également, on va dire, un travail à mettre en place, que c'est aussi la richesse, on va dire, du pays qui peut être perdue avec cette biodiversité qui pourrait être utilisée d'une manière malsaine. Après, ce que je vais surtout rebondir par rapport aux propos de François, c'est de dire que moi, je suis en tout cas très, très content du travail exécuté par les espaces verts qui, chaque année, c'est vrai, nous font voyager dans des pays différents. Et je peux vous dire que je suis passé encore ce matin, où il y avait les enfants qui étaient présents ici dans la salle. On a affaire à des passionnés au niveau des espaces verts, qui transmettent leur passion, leur savoir auprès des enfants. Et je pense que c'est la première des choses qu'il faut qu'on puisse, on va dire, faire chacun de notre côté, c'est transmettre justement ces informations et de permettre aux enfants à la fois de comprendre et de réfléchir par eux-mêmes. On a un gros souci qui s'appelle une télé, qui en l'occurrence diffuse tout et n'importe quoi, mais on oublie fréquemment les choses qui sont les choses primordiales de base, qui sont tout simplement à la fois les plantes. Je reprends les propos de Julien Freiburger, qui était juste présent au niveau de l'inauguration, qui disait de temps en temps, le fait de voyager, c'est peut-être juste de voyager dans son jardin et de pouvoir identifier dans son jardin des choses qui existent, qui se développent, qui se créent, et de pouvoir leur permettre ce développement. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Alors, on me dit qu'il faut prendre de la réglisse, justement, mais j'ai mon cardiologue qui me dit qu'il ne faut pas que j'en prenne. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que la réglisse, à ce qui paraît, c'est bon pour tous ceux qui ont Covid, mais mon cardiologue me l'interdit, la réglisse. Donc, après, je verrai avec mon cardiologue. Mais voilà, après, c'est vrai que... Tout est une question de dose. Comme les curares, qui sont des poisons flèches mortels et dont vous avez manqué dans les services de réanimation. Après, c'est vrai qu'en termes de développement au niveau d'une commune, là je vais juste faire le focus sur la commune, surtout vis-à-vis des différentes plantes qui sont installées. Alors c'est bon d'avoir ces éléments à la fois sur tout ce qui est cyprès et autres, parce que forcément on est à l'initiative également d'un développement à la fois d'un quartier, mais également de renouvellement de certains arbres, où de temps en temps les arbres ont
ou un âge certain qui font qu'il y a une nécessité aussi de pouvoir les changer, où il y a également des racines qui sont trop importantes qui détruisent les trottoirs. Donc il y a une nécessité également de réflexion pour pouvoir faire ces changements-là. Et c'est des éléments, en l'occurrence, qu'il faut qu'on prenne en compte. Alors j'ai un voisin qui est défait parce qu'il a mis en l'occurrence tout plein de cyprès chez lui à la maison et il ne sait plus comment faire. Voilà. Après, moi, j'ai mon voisin qui a mis tout plein de boulot. Et docteur, vous savez, je suis emprunt à une énergie au boulot. Et pas le boulot que tu penses, François. L'arbre, le boulot. Mais c'est vrai que tout ça fait que, forcément, on doit, on va dire, à la fois s'aménager et aménager également le fonctionnement de cette biodiversité au sein même d'une commune. Là, on parle de Voipy, le président de la métropole a parlé d'un point de vue métropolitain, où il y a également les transports, il y a tout à prendre en compte. Mais déjà, si on arrive à se développer et à pouvoir, en l'occurrence, respecter également cette biodiversité déjà chez soi et le faire évoluer, le faire connaître et le faire comprendre, je pense qu'on aura déjà fait un cap, même si j'entends, Isabella, le fait que de temps en temps, il y a beaucoup de paroles et très peu d'actes. Et quand on est devant, on va dire, un écran ou derrière un micro, on tient des propos qui ne tiennent que 5 minutes si tout va bien et que derrière il n'y a pas forcément une continuité qui amène des résultats. Maintenant, moi je suis ravi et je tenais aussi à te féliciter, Jacques, parce que c'est aussi grâce à toi que tous ces événements, que ces invités également sont présents autour de nous. Pour ça que je prends le micro surtout aussi vers la fin, pour te remercier sincèrement et chaleureusement, car c'est toujours un plaisir de préparer, on va dire, ce festival, à essayer de voyager avant même de voyager dans la salle, à se dire tout simplement qu'est-ce qu'on pourra pouvoir proposer cette année, quels sont les thèmes qu'on va pouvoir développer, et je te remercie réellement parce que c'est vraiment agréable d'être à tes côtés et d'en apprendre tous les jours. Merci à toi, Jacques. Eh bien, merci, mais que serions-nous sans toute l'organisation ? On va bien sûr remercier tous nos invités qui sont venus ce soir et puis notre ami qui est venu de Paris pour représenter son pays, l'Inde. Demain, on vous invite à des conférences sur la médecine indienne, la médecine ayurvédique. Et puis, vous avez dans le programme toutes sortes d'autres activités qui seront développées. On remercie aussi, ça a déjà été dit plusieurs fois, mais je voudrais personnellement remercier Olivier Armand et toute son équipe qui nous rendent un cadre aussi merveilleux. Et puis Cédric pour l'organisation, pour avoir réussi à résister au Covid et avoir fait quand même cette manifestation, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de programmes qui s'annulent un peu à gauche et à droite, mais avec le masque, c'est pas un problème. Merci.